Moi, quand je suis entré en Bitcoin en 2013, j'étais comme nouveau, là. J'étais pas un OG, là. Tu t'es dit, j'ai raté le train, quoi. Ouais, totalement. Les gens commencent à prendre l'avion de partout au Canada pour venir à l'ambassade Bitcoin pour acheter leur Bitcoin. Si tu as des mineurs ou des VCs qui proposent un fork de Bitcoin pour changer les règles, il faut que tu aies des users qui montent aux barricades avec leurs nœuds et avec leurs private keys. Là, on rentre en 2016, 2017. Tu sais, le prix de Bitcoin pump en 2017 à genre 20 000 balles. On est rendu avec un market cap de 500 milliards. C'est plus un jeu, là. L'important, c'est pas de convaincre les gens de l'importance d'un canot de sauvetage. C'est qu'il y a un canot de sauvetage et qui fonctionne quand les gens en ont besoin. Même si ça te dérange pas de porter un masque, il faut que tu résistes par principe à l'idée que le gouvernement peut te forcer à te mettre une couche dans le visage, quoi. Ça arrive en Chine, ça arrive peut-être en Russie, ça va jamais arriver ici. Donc, on n'a pas besoin de Bitcoin au Canada parce qu'on est protégé par l'État de droit, par un système judiciaire. Cette illusion a été complètement éclatée. Il y a comme 40 vendeurs de fruits, de viande, de lait, de fromage, de légumes, tout le monde accepte Bitcoin. Je suis comme, what the fuck? Non, moi, la dernière chose que je veux, c'est qu'un gouvernement ait des Bitcoins parce que l'objectif pour moi de Bitcoin, je le dis de manière très assumée, c'est d'appauvrir les gouvernements. Tu as des étatistes socialistes anti-immigration, des étatistes socialistes qui sont pro-immigration, tu as des socialistes qui sont woke et des socialistes qui sont anti-woke, mais à DND, c'est tous des socialistes. Salut Francis, tu vas bien? Salut GG, oui, très bien et toi? Bah ouais, c'est un honneur de te recevoir en France. T'es venu présenter Bull Bitcoin, le lancement en France, tu vas aussi parler à Surfing Bitcoin. Donc je pensais que c'était intéressant de t'avoir un petit peu sur une longue interview en français, parce que c'est vrai que tu es assez identifié dans le Bitcoin game un petit peu anglophone. La plupart de tes interviews sont en anglais. Tu parles en anglais sur ton compte Twitter, mais c'est vrai que je pense que c'est important de te présenter un peu au public francophone. Donc toi, tu es rentré dans Bitcoin en 2013. Au début, on te connaissait pour faire partie de l'ambassade Bitcoin. Ensuite, tu as lancé Bull Bitcoin, donc au Canada. Moi, personnellement, je t'avais connu à l'époque du Covid, quand tu avais ton bracelet magique. Et ensuite, tu t'es exilé au Costa Rica, mais on aura le temps d'en reparler. La première question que je voulais te demander, c'est comment tu es rentré dans le terrier du Bitcoin, un petit peu quel est ton background et qui t'a Orange Pill concrètement? Je suis rentré dans Bitcoin sous un angle très politique. Donc, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal en politique internationale. Après ça, j'ai fait une maîtrise en Angleterre en politique publique. Et ma vocation, c'était d'être un analyste de politique publique, comme un commentateur, un analyste en politique publique spécifiquement. Et je suis dans la génération Ron Paul, tu sais. Donc Ron Paul a fait sa candidature à la présidence en 2012. Donc, je suis aussi de la génération qui a vécu le Occupy Wall Street dans ma jeunesse. Donc, je me suis intéressé aux idéologies libertariennes avec Ron Paul en Angleterre. Je suis tombé dans la politique autrichienne et dans l'idéologie du capitalisme et du free market. Et j'ai commencé à travailler pour un institut de recherche à tendance autrichienne qui s'appelait l'Institut Koenig de Montréal. Et mon travail là-bas, c'était de vulgariser les politiques publiques et de produire des papiers de recherche pour pousser les idéologies free market, le libéralisme économique au Québec et au Canada. Donc, à travers ce travail, je me suis rendu compte, j'ai été très frustré du processus politique parce que ce que je me rendais compte, c'est que on est dans une situation où on est surréglementé, surendetté, les dépenses gouvernementales augmentent sans cesse et même si c'est possible de faire des petits ajustements en libéralisant ou en déréglementant, c'est une situation qu'on peut pas sauver l'économie actuelle. On est rendu trop socialiste, l'État est trop puissant et je voyais bien que le discours free market n'avait aucun preneur dans un endroit comme le Québec. Pour contextualiser, parce qu'en France, le parti, il n'y a même pas de parti libertarien, mais au Canada, c'est très niche aussi également. Ouais. Au Canada, le centre, c'est la gauche. Right? Donc, c'est un pays qui est socialiste. On a une agriculture socialisée, on a l'électricité nationalisée. Je veux dire, c'est très similaire à la France. Je dirais que le Québec, c'est presque aussi à gauche que la France. Donc, un État très fort, très puissant. Et je voyais très bien que je pourrais passer 15 ans en politique à essayer de convaincre la population qu'il faut baisser les taxes ou baisser la réglementation.
On va jamais y arriver. C'est un peu mettre un coup d'épée dans l'eau, quoi. Ouais, exactement. Et je voyais que mon travail servait un peu à rien. Mais en même temps, j'étais super encore intellectuellement intéressé par les idées libertariennes. Donc, je traînais un peu dans les groupes meet-up libertariens sur Facebook, sur Reddit. Il y avait des meet-up en personne aussi au Québec des libertariens un peu le début genre du alt-right movement, l'Internet en 2013. Et j'ai rencontré des Bitcoiners qui étaient fans de ce que je faisais à l'Institut économique de Montréal. Donc c'est des gens qui étaient intéressés par les idéologies free market, qui suivaient ce mouvement-là. Et mon père, à l'époque, aussi était en politique. Donc, il était en train de commencer à essayer de lancer un parti libertarien. C'est le parti qui s'appelait le Parti conservateur du Québec, mais c'était, à toute fin pratique, c'était un parti de droite économique libertarienne. Et ces Bitcoiners-là, ils ont invité mon père et moi à aller souper pour essayer de nous convaincre d'accepter des dons en Bitcoin. Donc, eux, ils nous invitent à souper, puis ils nous disent, écoutez, on aime ce que vous faites. Et d'ailleurs, les Bitcoiners, ils nous expliquent un peu Bitcoin, c'est quoi, puis ils nous disent, regarde, les Bitcoiners, on est tous des libertariens, on est tous des conservateurs. Et ils nous expliquent c'est l'espèce de NGO, tu sais, genre, le nombre de Bitcoin est limité à 21 millions. Et, tu sais, à l'époque, ça valait genre 30 $. Tu sais, ils disaient, un jour, ça va valoir des dizaines de milliers de dollars. Et ce qu'on aimerait faire, c'est, on aimerait vous faire un don au parti politique, comme quoi, dans 5 à 10 ans, quand Bitcoin va valoir des dizaines de milliers de dollars, ben, vous êtes une force politique et on va vous faire un war chest, dans le fond, en Bitcoin. Et moi et mon père, on était très intéressés. Immédiatement, j'ai été séduit par l'idée de Bitcoin. J'ai pas du tout eu la réaction sceptique, genre ça va se faire hacker. Qu'est-ce qui arrive si le gouvernement shut off l'Internet? J'ai vraiment pas eu de réaction négative du tout. Je me rappelle très bien. J'étais super intéressé. Et la seule question que nous on se posait, c'est comment est-ce qu'on fait pour accepter des dons en Bitcoin légalement, tax-wise, comment ça va fonctionner? C'était un peu compliqué. Fait qu'on a dit regarde. On peut pas accepter un don en Bitcoin, c'est trop complexe pour nous. Et surtout qu'il y a des règles aussi sur le financement politique, on n'était pas sûr c'était quoi Bitcoin, comment ça fonctionnait. Mais on est resté en contact, on est resté amis. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à interagir avec, c'était trois Québécois qui étaient des early Bitcoin adopters. Et je suis devenu très ami avec une personne. Et cette personne-là, c'était un software engineer, self-made entrepreneur. Le gars, il parle plusieurs langues, il joue aux échecs, il fait du piano, tu sais, un genre de homme de la Renaissance, comme super intelligent. Et lui, il m'explique Bitcoin et tu sais, on fume des joints, on devient potes, on parle de la révolution, etc. Et il commence vraiment à me dire, il dit, tu sais, Jean-Francis, comme, t'es faite pour Bitcoin, right? Genre là, on commence à se connaître, il dit, genre, Bitcoin, c'est pour toi, man. Genre, qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Non. Genre, il faut que tu rentres dans Bitcoin. Il essaie de me convaincre de rentrer dans Bitcoin. Et alors là, on a eu l'idée, on dit, regarde, je travaille pour un institut de recherche qui fait des papiers de recherche, de la vulgarisation sur l'économie autrichienne. Pourquoi est-ce qu'on ne convaincrait pas mes patrons à l'Institut économique de Montréal d'écrire des papiers de recherche sur Bitcoin? Donc, on a réussi à convaincre l'Institut économique de Montréal d'écrire 2 research papers sur Bitcoin. Donc, moi, étant le jeune comme pro-Bitcoiner, là, on est rendu en mai 2013. Je commence à comprendre Bitcoin. J'ai pas encore acheté de Bitcoin, mais je suis rendu là, tu sais, je suis rendu au moment où est-ce que j'ai lu les papiers, j'écoute les vidéos d'Andreas Antonopoulos, j'écoute Eric Voorhees, j'écoute Roger Ver, les libertariens dans Bitcoin, je commençais à les suivre. Donc, j'ai passé 4 mois à écrire des research papers sur Bitcoin. Donc, genre, mon travail, c'était genre lundi matin, 9h du matin jusqu'à 5h, je fais de la recherche sur Bitcoin, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, l'expliquer, les impacts d'une réglementation potentielle, les effets économiques, etc. Donc, évidemment, je suis tombé dans le rabbit hole. J'ai été extrêmement chanceux parce que j'ai eu l'opportunité de me faire payer pour écrire sur Bitcoin. Et en même temps, ces gars-là, ils ont lancé à Montréal l'ambassade Bitcoin en juin 2013. Donc, au moment où est-ce que je suis en train d'écrire le papier sur Bitcoin, ces gars-là lancent l'ambassade Bitcoin, qui est un peu l'équivalent de comme Bitcoin Lyon en France. C'est un centre physique, t'as un coworking space, t'as des entrepreneurs, on fait des meet-ups, etc. Et j'avais aussi de l'expérience en organisation d'événements, relations publiques, etc. Donc, je commence à devenir un peu un genre de bénévole à l'ambassade Bitcoin. Donc, j'aide à animer le meet-up. Je commence à leur donner des conseils sur le narratif, les médias sociaux, comment discuter avec des journalistes, les espèces d'angles qu'on pourrait prendre au niveau des politiques pour s'assurer que Bitcoin ne soit pas trop réglementé. Tu sais. Donc, je commence à devenir un peu un genre de hang-around, un ami de l'ambassade Bitcoin.
Et finalement, après quelques mois, les gars de l'ambassade ils m'ont dit, regarde, le travail que tu fais à l'Institut économique de Montréal, genre de faire la vulgarisation, et ce que tu fais en tant que bénévole, on aimerait ça que tu fasses ça à temps plein. Donc, ils m'ont engagé au tout début comme étant un genre d'expert en relations publiques et en politique publique. Et mon mandat, c'était de construire le narratif médiatique autour de Bitcoin. Parce qu'il faut aussi se rappeler qu'en 2013, c'est pas comme aujourd'hui. Bitcoin. C'était Silk Road, la drogue. Ça avait une très mauvaise presse. Donc, quand tu parlais de Bitcoin, c'était drug dealer, c'était fraude, c'était blanchiment d'argent, c'était Ponzi scheme. Il y avait une incompréhension totale des médias. Les gens étaient intéressés, mais il y avait un aspect très, très, très négatif. Et moi, mon rôle, c'était d'essayer de construire le narratif de Bitcoin afin de rendre ça plus acceptable par les normies puis par les médias. On avait déjà, à l'époque, notre vocation originelle, c'était genre le mass adoption de Bitcoin. Donc, on voulait que Bitcoin devienne un outil de masse. Là. Et donc, je commence à faire de la relation publique, de la relation avec les médias. J'ai été donc très tôt impliqué dans le processus de lobbying au Canada. Donc, en 2013-2014, le gouvernement canadien a décidé de commencer à étudier la réglementation de Bitcoin. Donc, j'ai fait des présentations devant le Sénat du Canada. J'ai été l'interlocuteur avec l'équivalent de TracFin au Canada, FinTrack, l'interlocuteur avec des banques, etc. Et j'ai commencé à crafter la politique publique qu'on voulait pour Bitcoin, c'est-à-dire de considérer, nous on voulait que Bitcoin soit considéré comme étant de la monnaie. On voulait que Bitcoin ne soit pas plus ou moins réglementé que les entreprises qui dealent avec de la monnaie. Et il y avait rien de ICO dans le temps. Pour nous, Bitcoin, c'était une méthode de paiement, c'était une monnaie alternative. Et donc, je me suis impliqué dans ce processus réglementaire et législatif. Et au final, pendant les 2 premières années de ma vie, c'est un peu ça que j'ai fait. Donc, j'ai parlé avec les médias, j'ai fait des entrevues à la télé, je me suis fait porte-parole de la communauté Bitcoin at large. Je portais un veston, je portais une cravate, là, j'étais un peu la face clean de Bitcoin à l'époque. Et en même temps, à l'ambassade Bitcoin, donc je suis devenu un peu le chef d'orchestre du Meetup Bitcoin de Montréal. Mais même en 2013, on avait genre 100 à 150 personnes qui venaient au Meetup. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui se sont fait Orange Peel au Québec. Hein. Énormément, ouais. Puis l'ambassade Bitcoin, c'était un lieu physique de 3 étages, directement au centre-ville de Montréal, avec des grosses pancartes Bitcoin, des télés avec le hash rate, avec le mempool, des trucs comme ça. Donc un touriste qui passe devant avec des gros drapeaux Bitcoin, des enseignes extérieures, des néons gigantesques. C'était une grosse opération, là. C'était pas un petit truc. On était bien financé parce que les gars qui finançaient ça, c'était des OG. Donc, moi, quand je suis entré en Bitcoin en 2013, j'étais comme nouveau, là. J'étais pas un OG, là. Je veux dire. Je t'ai dit, j'ai raté le train, quoi. Ouais, totalement. Puis ces gars-là étaient rentrés en Bitcoin en 2010, 2011, minaient des Bitcoins avec leur laptop, tout ce genre de trucs, là. Donc, on avait un bon petit financement. Et en même temps, donc, je suis le Meetup guy. Il y a un coworking space, donc j'anime des ateliers. Et on commence à avoir plein d'entrepreneurs qui se prennent des bureaux à Montréal. Donc, même à l'époque, BitPay avait un bureau il y avait loué un bureau dans nos locaux. On a aussi un truc qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire un kiosque physique public. Donc, pendant la première année, c'était un peu genre des bureaux administratifs où est-ce qu'on ne laissait pas le public rentrer dans nos locaux. Et on s'est dit, mais finalement, tout le monde cognait à la porte, ils sonnaient à la porte, ils voulaient nous parler, ils voulaient nous rencontrer en personne. Puis on organisait toujours des meetings. Donc, on s'est dit, regarde, on va faire un kiosque d'information publique parce que n'importe qui peut juste rentrer par la porte et il va y avoir quelqu'un à la réception. Et cette personne va pouvoir répondre à leurs questions sur Bitcoin. Donc ça, c'était mon projet. Donc, j'ai créé cette espèce de kiosque d'information. Et chaque matin, 9h du matin, je rentre au bureau, je me place au kiosque. T'étais un orange peeler professionnel déjà en 2014. Ouais, j'étais comme un guide touristique, genre, j'étais comme la réceptionniste Bitcoin, genre. Immédiatement, je veux dire, t'as une douzaine de personnes par jour qui rentrent. Finalement, à un certain point, c'était des centaines, là. C'était rendu fou. Et ce que je faisais, c'est que j'installais des wallets pour les gens. Et même déjà à l'époque, on était maxi avant d'être maxi. C'est-à-dire qu'on était Bitcoin only et on était self-custody, maximaliste aussi. Donc, les gens rentraient, je leur installais un wallet, je leur montrais comment faire des backups, je leur montrais comment faire des paiements. On avait des mineurs, on leur montrait comment ça fonctionnait, etc. Donc, dès le départ, j'ai eu des relations interpersonnelles face à face avec les vrais utilisateurs de Bitcoin.
Donc, c'était pas juste les libertariens sur Twitter, sur Reddit, sur Bitcoin Talk. Là. Genre, moi, je parlais avec des gens qui minaient, qui voulaient investir, qui voulaient l'utiliser. Déjà à l'époque, en 2013-2014, il y avait des gens qui utilisaient Bitcoin pour des paiements à l'époque aussi. Donc, j'ai eu cette interface et j'ai accumulé une expérience de c'est quoi l'utilisateur de Bitcoin, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui est important pour lui. Et au fur et à mesure qu'on a des clients ou des visiteurs, la question principale qui commence à me poser, c'est, il y en a deux, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des Bitcoins et où est-ce que je peux en acheter? Donc, on a décidé d'installer une machine Bitcoin ATM où est-ce que les gens pouvaient mettre du cash puis recevoir des Bitcoins. Parce que c'est ça que les gens voulaient. Les gens voulaient aller à l'ambassade puis ils posaient la question genre est-ce que je peux vous en acheter ici? Puis on disait non, on n'a pas d'échange. Va sur MongoX ou va sur Kraken ou Bitstamp ou Bitfinex. On recommandait d'autres échanges. Mais c'est pas super facile là, pour un normie, surtout quelqu'un qui veut essayer Bitcoin puisque comment, tu sais, je vais mettre $100 dans Bitcoin, genre, pour voir de quoi ça a l'air. OK, faire un virement bancaire international à une banque à Tokyo pour, genre, avoir $100 de Bitcoin sur ton téléphone, plus ou moins intéressant, right? Très complexe. Donc, on a commencé à vendre des Bitcoins avec cette ATM et on a aussi commencé à établir un... C'était KYC à l'époque? Non, il n'y avait pas de KYC à l'époque. Right? Le KYC au Canada, les règlements de KYC sont rentrés plus tôt en 2020. Okay. On a su que le KYC s'en venait, genre... à partir de 2015-2016, c'était déjà clair, mais les règles se sont cristallisées en 2020. Au début, c'était cash to Bitcoin, pas de problème. Ça devait attirer une population d'individus assez diverses. Il y avait une population très diverse de Bitcoin. Il y avait des jeunes, il y avait des immigrés, il y avait des vieux. Il y avait beaucoup de vieux boomers qui étaient un peu les gold bugs. Donc, donc on avait des gold bugs, on avait des jeunes un peu sketchy, on avait des immigrés qui voulaient envoyer de l'argent à la maison. On avait des scammers qui voulaient faire des shitcoins, on avait des mineurs. Mais il y avait beaucoup de mineurs au Québec parce que au Québec, l'électricité, elle est relativement peu coûteuse. Donc, on avait toutes sortes de gens, là. C'était vraiment cool. Et donc, on vendait des bitcoins, on faisait des ateliers. Et en 2015, et il y avait une boîte qui était basée à l'ambassade Bitcoin, donc qui était comme incubée par l'ambassade Bitcoin. Qui était Bills. Donc, Bills, c'était la première compagnie sur la planète qui permettait à des clients de payer leurs factures en Bitcoin. Donc, l'expérience du client, c'était t'envoies des Bitcoins à l'application les convertit en fiat et fais un paiement de facture à ta place. Donc, tu as l'impression de payer tes factures en Bitcoin, mais finalement, tu vends des Bitcoins. Mais c'était un service qui était super intéressant parce que quand les gens me demandaient qu'est-ce que je peux faire avec les bitcoins? Ben moi, je leur réponds tout de suite, ben tu peux payer n'importe quelle facture avec bitcoin. Là, c'est du concret, les gens, ils comprennent pas. Ouais. Et ça donne beaucoup de la confiance aux gens de savoir que tu peux cash out de bitcoin à n'importe quel moment. Parce que c'est vrai que moi, inconsciemment, quand je suis rentré dans le bitcoin, la première chose que j'avais peur, c'était de me dire, s'il faut, j'arriverai jamais à en sortir. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, puis si tu n'arrives pas à en sortir, ben c'est le hallmark d'un Ponzi scheme, d'un scam, right? Puis même, tu sais, si tu veux en sortir, bon, faut que tu fasses un virement international, que ça rentre dans ton compte de banque, la banque commence à poser des questions, pourquoi est-ce que tu as reçu 10 000 balles d'une banque, parce que les banques des exchanges sont toujours dans des endroits un peu sketchy, là, genre Gibraltar, Hong Kong, whatever. Donc ça, c'était un service qui était super pratique. Donc, en même temps, on a un service qui permet aux gens de payer leurs factures avec des bitcoins. En même temps, on commence à vendre des bitcoins avec notre Bitcoin ATM puis notre comptoir Bitcoin. Et à un certain point, en 2015, on s'est dit, bon, il y a des gens qui sont en train de prendre l'avion, man, pour venir à l'ambassade Bitcoin. Parce que ce qu'ils aimaient de chez nous, c'était qu'il y avait genre de human touch. Parce que quand tu vas acheter des bitcoins, on va genre t'expliquer le self-custody, les wallets. Puis on est des nerds, on est super technique. Donc, déjà là, à ce moment-là, on est en 2015. Ça fait 2 ans que je suis dans Bitcoin. Je comprends totalement comment ça marche. C'est très rassurant de parler à moi et à mes collègues. Parce que on peut tout expliquer puis un peu te tenir par la main. Donc, les gens commencent à prendre l'avion de partout au Canada pour venir à l'ambassade Bitcoin pour acheter leur Bitcoin. Et la question que les gens commencent à nous poser, c'est bon, est-ce qu'on peut faire des achats en ligne? Est-ce qu'on peut t'envoyer des virements bancaires? Et nous, on avait commencé à vendre des Bitcoins un peu juste par nécessité parce que c'est vraiment ça que les gens voulaient. On était mal organisé, notre logiciel était, c'était vraiment improvisé là. On n'avait pas du tout l'intention de devenir un échange, mais la demande elle était overwhelming. Donc
En 2015, j'ai pris la décision, et même en 2015 aussi, le lobbying, le public relations, déjà, ça commençait à me saouler un peu. Donc, la politique, ça me dégoûtait un peu. Je voyais aussi plein de gens qui travaillaient sur des exchanges, qui travaillaient sur des wallets. Et quand tu recommandes un exchange à quelqu'un, je me disais, genre, il n'y a aucun exchange que j'aime. Il n'y a vraiment aucun exchange que je recommande personnellement. Parce que, un, c'est tous des shitcoin casinos. C'est tout un service à la clientèle de merde. Et j'ai des, tu sais, Mongox aussi était arrivé en 2014. Mongox avait crash. Donc là, c'est comme qui on recommande. N'importe quel échange peut devenir un Mongox puis rug les clients parce qu'ils sont custodial. Donc on s'est dit fuck it, on va faire notre propre échange. On est déjà là, on a la demande, on a l'expertise, on a une certaine clientèle. Je veux dire, il y avait des milliers de personnes qui nous connaissaient. Donc en 2015, j'ai décidé on va arrêter de faire les ventes en personne. On va arrêter de faire du cash trading parce que on était des nerds, right? On était des nerds libertariens, dealer avec de l'argent comptant, physique, en termes de sécurité, de obsèques, c'est pas notre business, là, right? Nous, on était des passionnés de Bitcoin. Le monde fiat, ça ne nous passionnait pas du tout. Mais c'était une nécessité d'avoir du fiat là, pour faire le trading. Et donc, on a décidé, on lance un exchange Bitcoin. À l'époque, on s'appelait Bitcoin Outlet. Mais immédiatement, après que j'ai décidé de créer cette business de online exchange, et mon idée, c'était de répliquer l'expérience in person à des ATM qui était, t'envoies du fiat, on t'envoie des bitcoins right away sur ton propre wallet. Donc, c'était une niche qui était vraiment pas développée parce que tu avais juste des order books, right? Donc, si tu voulais acheter des bitcoins, tu envoies de l'argent à Kraken, tu places un limit order, tu places un market order, tu as un order book, tu fais du trading, tu sais, déjà à l'époque, tu as du leverage, tu as plein de shitcoins. Donc, c'est pas comme un bureau de change où est-ce que tu donnes du fiat, tu reçois des bitcoins. Donc, je voulais vraiment cette expérience de genre, t'envoies un virement bancaire, on t'envoie des bitcoins à ton wallet, la relation d'affaires, elle est terminée. C'était quelque chose qui existait, mais c'était pas mainstream comme aujourd'hui, genre un Bitcoin only online exchange où est-ce que tu peux juste acheter des bitcoins et les retirer. C'était pas super commun, disons. Mais ça demande un travail d'éducation pour que les personnes puissent les sécuriser aussi, quoi. Ouais, exactement. Donc, et nous, on avait déjà comme toute la documentation, l'expertise. On avait une dizaine de bénévoles qui faisaient des chats pour aider les clients. On avait une ligne de téléphonique parce que les gens nous appelaient. Donc, on avait déjà un peu l'infrastructure de ressources pour être capable de faire le suivi avec les clients. Tu sais, si les clients perdent leur wallet, ils peuvent venir au bureau, on fait un recovery, etc. Mais immédiatement, quand j'ai lancé l'exchange, genre 2 mois plus tard, le gars qui avait lancé l'application Bills pour payer les factures, tu sais, je travaillais un peu avec lui, genre je lui donnais des conseils, des fois je faisais du part-time work avec lui. Il a décidé de fermer son app, de changer de carrière. Il dit, moi je suis tanné de rouler l'application, j'ai envie de faire d'autres choses. Et moi je me suis retrouvé dans une situation où que, comme, tu peux pas fermer Bills, man. Bills c'est la meilleure app Bitcoin sur la planète. Genre, ça permet n'importe qui de payer ses factures de téléphone, ses factures de carte de crédit. Il faut le garder en vie. C'est marrant, on parlait de ça hier soir avec Gilles. Et on se disait, Bills, ça permet de unbank the banked. Ouais, c'est-à-dire que ça te permet quasiment de vivre sans banque. Ouais. Tu peux payer ton propriétaire, tu peux payer ta facture de gaz, l'électricité, le téléphone. Ouais, d'ailleurs, notre premier slogan, c'était Opt out from fiat et Unbank yourself. Okay. Donc, l'idée étant que si tu as un compte Bills et un wallet Bitcoin, tu es capable de faire presque l'entièreté de ce que tu peux faire avec un compte de banque. Tu peux prendre ta carte de crédit, retirer du fiat, payer ta carte de crédit avec Bills, tu peux envoyer des virements à d'autres personnes. C'est vraiment un service qui était vraiment cool. La technologie était nulle à chier et c'était pas rentable. Mais moi, j'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial parce que ça existait nulle part ailleurs sur la planète. Puis je me dis genre, OK, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de gens qui veulent utiliser Bitcoin pour les paiements. C'est plus de la spéculation, c'est plus des gens qui veulent, number go up, etc. Puis, il y a beaucoup de scams dans Bitcoin, mais genre, éventuellement, il va y avoir une masse critique de Canadiens qui ont des Bitcoins, qui veulent les dépenser. Et moi, je voulais capturer ce marché-là, donc je lui ai racheté la business. Et donc, 2015, je pars l'ancêtre de Bull Bitcoin, mais immédiatement après avoir commencé le travail, j'avais engagé le premier programmeur pour programmer l'exchange. Je rachète Bills. Donc, la première année de notre existence, on a refait l'application Bills comme from scratch. Fait qu'on a gardé la brand, on a gardé les concepts généraux derrière cette app, mais je me suis dit, il faut absolument que je sauve Bills. Ça devient ma priorité principale. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. 2016, on relance la nouvelle application Bills et
succès vraiment génial. On a plein de clients, ça va super bien. Donc, là, à partir de 2016, on s'est dit, bon, ben là, c'est le temps de recommencer à travailler sur la partie achat de Bitcoin. Parce qu'on avait terminé la partie vente de Bitcoin, donc les clients pouvaient vendre le Bitcoin, pas acheter. Donc, et moi, j'étais fully bootstrapped, self-funded. Donc, pas d'investisseur, pas de prêt de la banque. J'ai pris toutes les économies que j'avais accumulées, qui étaient maigres parce que, tu sais, en 2012, j'étais étudiant. J'ai eu une job en 2013. L'ambassade Bitcoin, ça payait pas énormément. Là, moi, j'étais en mode, genre ramen noodles, je dors à terre, appartement de merde. Je fais pas de voyage, je fais pas rien. Là. Donc, j'ai pris toutes mes économies, j'ai investi ça dans la compagnie pour payer un développeur. Moi, je faisais tout. Je faisais toute la partie service à la clientèle. On était 2 personnes au début. C'était moi et Arthur, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui le Chief Technology Officer de Bull Bitcoin. Donc, c'est vraiment cool. Notre premier employé en 2015 est encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, avec Bull Bitcoin. Donc, c'est juste nous deux. Lui, il fait la tech. Moi, je fais le customer support, le banking. Je fais toute la partie légale. Je fais la partie marketing, etc. Donc, j'ai vraiment comme touché à tous les aspects du Bitcoin. Et bon, ben, au fur et à mesure qu'on commence à faire un peu de profit, parce que pour moi, ça a toujours été hyper important. Une business, ça doit être profitable, right? Et je voulais pas de VC investors parce que premièrement, j'ai aucune idée. Je suis pas un tech guy, je suis pas un startup guy. Moi, je suis un académique, un peu comme Théo, là. Genre, je m'intéresse j'ai aucune idée comment runner une business, mais je veux pas faire de fundraise parce que ça me fait chier, je suis trop occupé. Donc, on va offrir un service exceptionnel, on va charger un bon frais et avec les profits qu'on fait, on va réinvestir dans la business. Au fur et à mesure que le temps avance, je commence à engager un autre développeur, je commence à engager quelqu'un pour faire du service à la clientèle. À un certain point, je commence à engager quelqu'un pour faire plutôt la conformité, l'aspect légal. Donc, c'est assez intéressant parce que la plupart des boîtes Bitcoin, on le voit, hein, c'est fake it until you make it. Ouais. C'est-à-dire, on arrive, on est en bull market, l'objectif c'est de milk la vache, de lever un maximum d'argent et après on va réfléchir à comment on va trouver des clients. Ouais. C'est une optique qui est un peu fiat quand même. Hein. Ouais. Et toi, du coup, pour le coup, c'était vraiment steady growth, quoi. Ouais. Puis pour moi, c'est le client premier parce que si le client est pas satisfait, j'ai pas de revenus. Si j'ai pas de revenus, je peux pas manger, je suis fucked. Si j'ai pas de revenus, je peux pas payer mes devs, le projet est mort. Donc, il faut absolument avoir des clients satisfaits. Et on s'est trouvé une niche aussi. Donc, et là, on a commencé à accepter les paiements en fiat, les virements bancaires. On a commencé à faire le buy et le sell. On avait 2 sites. On avait Bitcoin Outlet pour le buy, Bills pour le sell. Donc, on avait comme 2 identités. Parce que pour Bills, c'est un service qui était target sur les OGs et les miners et les gens qui se faisaient payer en Bitcoin. Pour qu'ils puissent cash out leur income en Bitcoin et leur stash. Bitcoin Outlet, ce qui est devenu Bull Bitcoin éventuellement, c'était pour les normies qui voulaient acheter des Bitcoins sans passer par genre un order book compliqué. Et notre espèce de marché de niche, c'était les gens qui étaient bon, genre moi je veux investir un bon stack en Bitcoin, je veux hold des Bitcoins, je veux investir 25, 30 000 $ en Bitcoin. Et on offrait un service un peu white glove, genre. Fait que, tu sais, on les appelait par téléphone, on installait les wallets, etc., etc. Donc, on a réussi à s'autofinancer un peu avec ça. Et la partie qui était déficitaire, ben moi, j'ai pris toutes mes économies, tout l'argent que j'avais, puis j'étais comme, I'm gonna go all in on this business. Donc là, on est en 2016, et bon, j'ai une entreprise qui permet de faire les paiements, payer des factures. J'ai une entreprise qui permet aux gens d'acheter des bitcoins. Et c'est à peu près à ce moment-là dans notre parcours que je débute une remise en question de notre identité et un peu aussi une quête où moi j'ai toujours eu un objectif avec Bitcoin, c'est end the Fed, end central banking, de créer une révolution politique. Donc pour moi c'est toujours été un mouvement politique pour éliminer le fiat. Et en 2016, il s'est passé 2 événements particuliers qui ont vraiment marqué l'identité de Bull Bitcoin. Le premier, c'est que on a eu ce qu'on appelle dans Bitcoin la guerre des blocs. Donc, j'ai été exposé à la guerre des blocs, au problème de scalability de Bitcoin très tôt, car en 2015, il y a eu la première grande conférence technique internationale sur les enjeux de scalabilité de Bitcoin qui s'appelait Scaling Bitcoin. Et donc, à Montréal, on a eu tous les développeurs Bitcoin, les mining pools, les miners, les grandes entreprises. Et il a commencé à avoir des enjeux, des conflits dans la communauté Bitcoin sur comment
comment est-ce qu'on s'assure que Bitcoin soit accessible par tout le monde, parce que la taille des blocs elle est limitée, les transactions Bitcoin vont devenir chères un jour, etc., etc. Mais il y a eu un plus grand enjeu sous-jacent à cet enjeu, c'est qui contrôle Bitcoin, parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui sont les VCs super woke, cocked de Silicon Valley, genre Coinbase, BitPay, Blockchain.info, etc., des gros exchanges, qui eux ont l'idée que Bitcoin doit être accessible à tout le monde et on doit faire des compromis technologiques. On doit compromettre sur la philosophie cypherpunk de Bitcoin afin de rendre ça accessible à toute la planète. Et en même temps, tu as les miners qui ont la prétention de dire que c'est les miners qui vont déterminer les règles du réseau Bitcoin. Alors, si les miners veulent augmenter la taille des blocs, ils peuvent utiliser leur hash rate, leur mining power, comme un vote. Donc, d'un point de vue, tu as des VCs qui ont une vision pour Bitcoin qui est pas la vision cypherpunk, qui est une vision mass adoption. Et de l'autre côté, tu as des miners qui ont une vision comme quoi le réseau Bitcoin est contrôlé par les miners. Et ça c'était deux visions auxquelles j'étais super opposé. Premièrement, la raison principale pourquoi je suis sorti de la politique, c'est que je crois plus à la démocratie. Right? Pour moi, si tu as un groupe qui peut voter pour des règles, ils vont voter pour des règles qui avantagent la majorité au détriment de la minorité. Donc, dans le système politique actuel, on voit, c'est les masses qui votent pour prendre l'argent des riches, quoi. Et pour moi, c'était ça le fundamental flaw du système. Et c'est ça l'alternative que Bitcoin proposait, c'est que les règles sont claires et les règles sont immutables. Donc, personne ne peut changer les règles de Bitcoin. Donc, on est tous sur le même playing field. Donc, l'idée que les mineurs peuvent déterminer qu'est-ce qui change les règles de Bitcoin, pour moi, ça passe pas du tout. Et en même temps, mon expérience que j'ai acquise avec l'ambassade Bitcoin, le comptoir et dealer avec les clients en personne, et vraiment d'être boots on the ground, d'animer les meet-ups, c'est que les propriétés de Bitcoin qui m'intéressent et que j'observe intéressent la plupart des vrais utilisateurs de Bitcoin, c'est la résistance à la censure, être capable de faire des paiements qui sont non censurables. Donc ça je l'ai vécu, c'est une des features les plus hautes de Bitcoin. La deuxième, c'est que les règles sont claires et que les règles vont jamais changer. Et la troisième, c'est que les paiements sont relativement anonymes. Et la quatrième, c'est que le réseau, il est bien décentralisé. Il y a très peu d'utilisateurs de Bitcoin pour lesquels avoir des frais de transaction peu chers, c'est important. C'est pas l'enjeu le plus important pour ces gens-là. Les gens veulent pas nécessairement avoir des transactions immédiates et instantanées. Ils veulent être souverains avec leur méthode de paiement et leur monnaie. Et c'était les valeurs que je partageais moi aussi. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je suis vraiment tombé amoureux de Bitcoin après être entré dans Bitcoin, c'est tout ce qui a trait à Wikileaks et les mouvements politiques qui commençaient à se faire censurer par PayPal, par les grandes banques. Et la seule manière de financer des groupes comme Wikileaks, par exemple, c'est avec des paiements comme Bitcoin. Donc, si on veut être capable de défendre le freedom of speech, le freedom of association, on a besoin aussi de freedom of money. Et donc, la communauté Bitcoin entre dans la guerre des blocs, un conflit entre les cypherpunks qui veulent garder Bitcoin décentralisé et stable, et de l'autre côté, des venture capitalists, des institutions et des miners qui veulent changer Bitcoin afin de rendre ça plus mainstream. Donc, je me suis rangé très franchement dans le camp des cypherpunks et la communauté Bitcoin est rentrée dans un deadlock où personne est capable de faire avancer le projet Bitcoin. Les VCs et les miners veulent forker Bitcoin et les cypherpunks veulent faire passer SegWit. Donc, une proposition a été faite dans la communauté Bitcoin qui s'appelait le User Activated Soft Fork, UASF. Et c'était une manière plutôt décentralisée d'avoir une gestion du protocole, avoir un système de gouvernance qui était spontané et décentralisé, qui n'était pas une gestion qui était planifiée centralement par des miners ou par des VCs. Et j'ai décidé à l'ambassade Bitcoin qu'on allait supporter UASF et qu'on allait prendre le camp des gens qui roulent leur propre Bitcoin node. De prendre plutôt le camp des plebs, si tu veux, ou des maxis et des cypherpunks. Et mais le problème étant que Bull Bitcoin, nous utilisions les services de compagnies comme Coinbase, comme BitGo et comme Blockchain.info afin de recevoir et d'envoyer des bitcoins. Donc, même si moi, je voulais rouler mon propre nœud en tant qu'individu, en tant que compagnie, on n'avait pas l'infrastructure technologique
pour être souverain. Donc, Bull Bitcoin n'était pas une entreprise qui était souveraine. On dépendait de tierces parties pour avoir accès à la blockchain. Donc, moi, je me suis retrouvé complètement coq. Je me suis retrouvé l'esclave d'autres entreprises qui dictaient comment j'allais interagir avec le protocole. Et pour moi, ce fut absolument inacceptable. Donc, en 2017, on a pris la décision en tant que compagnie d'investir massivement dans la R&D, dans les open source projects, afin de créer un projet qui s'appelle aujourd'hui CypherNode, qui permet à Bull Bitcoin d'envoyer et de recevoir des paiements et d'interagir avec la blockchain sans tierce partie. C'est un peu l'équivalent de BTC Pay Server. Donc, le groupe de BTC Pay Server et moi, on était en collaboration relativement étroite là-dessus. Le concept étant que nous n'avons pas l'infrastructure et nous n'avons pas les outils pour rester souverains. Et en même temps, j'ai perdu l'intérêt pour l'idéologie du mass adoption de Bitcoin. Donc, à la même époque, donc 2016-2017, en tant que side job, je fais du consulting Bitcoin et blockchain pour des institutions, que ce soit des banques, des compagnies d'énergie, même des gouvernements, des trucs comme ça. J'étais en train de me poser la question, bon, pour que Bitcoin survive, de quoi Bitcoin a besoin? Ma théorie de base, c'était il nous faut des centaines de millions de Bitcoiners. Parce que si on est des centaines de millions de Bitcoiners, Bitcoin devient trop gros pour les gouvernements et les gouvernements ne pourront pas l'attaquer parce qu'on a une masse critique de Bitcoiners. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ça sert absolument à rien si les Bitcoiners sont pas souverains. Parce que si tu as 100 millions de Bitcoin users et que ces 100 millions-là dépendent de 3 compagnies et de 3 mining pools, ben c'est hyper centralisé et on s'en fout qu'il y ait 100 millions ou 1 million de users. Finalement, c'est 3 à 10 entités qui contrôlent le protocole Bitcoin. Ça m'a complètement saoulé là, de faire du orange pilling d'institutions et de normies. Ça n'amenait absolument rien à Bitcoin. Ce que je voulais finalement, je voulais des utilisateurs souverains et qui étaient idéologiquement motivés. Parce que ce qu'on s'est rendu compte avec la guerre des blocs, c'est que pour que Bitcoin reste décentralisé, il faut que les users ils aient le self-custody, il faut qu'ils aient leur propre nœud, mais aussi il faut qu'ils soient motivés d'enforcer les règles Bitcoin de manière active. Donc, tu peux pas avoir un réseau Bitcoin qui est sécure et décentralisé si les users sont passifs. Parce que si tu as des mineurs ou des VCs qui proposent un fork de Bitcoin pour changer les règles, il faut que tu aies des users qui montent aux barricades avec leur nœud et avec leurs private keys pour défendre le réseau Bitcoin. Donc, j'ai eu une radicalisation de Bull Bitcoin où je me suis rendu compte que Bull Bitcoin, c'était un mouvement politique, c'était un mouvement idéologique qui représentait les valeurs cypherpunk de Bitcoin et c'est ça qui manquait dans le discours. Donc, il y avait très peu d'exchange ou même pas d'exchange qui représentait une idéologie parce que tous les autres exchanges, c'était tous des shitcoin casinos. Et c'est des échanges qui ont levé des fonds. Ouais. Donc forcément, ils sont plus dépendants d'organismes extérieurs, donc ils n'ont pas cette liberté-là aussi, tu vois. Absolument. Et à un certain point, on investissait plus de 50% de nos revenus à développer des outils open source qui permettent à des compagnies, à des personnes de rester souverains avec leur Bitcoin, donc dont CypherNode. Donc, aucun VC aurait permis que tu dépenses la moitié de ton fric pour travailler sur des projets open source. Ça fait aucun sens. Mais mon objectif, c'était toujours de me poser la question de quoi Bitcoin a besoin. Bitcoin a besoin, et je me suis rendu compte, a besoin d'infrastructure et a besoin de leadership au niveau idéologique. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait un shift parce que Bitcoin avait toujours été Bitcoin only, mais de manière plutôt passive. C'est-à-dire que, comme j'expliquais tantôt, les shitcoins, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est des scams, j'en ai rien à chier. Mais c'était pas notre brand, c'était pas notre cheval de bataille. Donc, en créant Bull Bitcoin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une brand Bitcoin only de manière à faire de l'advocacy, genre pour le Bitcoin only, et aussi je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on crée cette infrastructure. C'est ça que Bitcoin a besoin parce que si on a un mass adoption de Bitcoin en 2016-2017, c'est une catastrophe, man. Bitcoin n'est absolument pas prêt pour le mass adoption et c'est pas ça qu'on veut. On veut un réseau qui reste décentralisé et qui est capable de résister à la pression d'institutions financières, de gouvernements ou de miners
mais les miners qui sont potentiellement aussi à la solde de gouvernement, il faut qu'on soit capable de résister à ces pressions-là. Et là, on est aussi à une phase où est-ce que, bon, Bitcoin, c'est plus un jeu, man. C'est plus en 2013, 2014, c'était un novelty. On ne sait pas est-ce que ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. C'est un peu un truc de geek. Là, on rentre en 2016, 2017. Le prix de Bitcoin pump en 2017 à genre 20 000 balles. On est rendu avec un market cap de 500 milliards. C'est plus un jeu, là. Puis il y a aussi énormément de personnes qui commencent à dépendre de Bitcoin. Je veux dire, ils ont tous leurs actifs en Bitcoin. Bitcoin, c'est un outil qui est indispensable pour leur commerce, pour leur paiement. Si Bitcoin plante, tu as des millions de personnes qui sont fucked, quoi. Donc, il faut prendre vraiment ça au sérieux, puis il faut arrêter de traiter ça comme étant une application de paiement cool. C'est une révolution politique qu'on est en train de faire ici. Donc, c'est ça, 2017, je décide de faire de Bull Bitcoin. Ce que je voulais faire, c'est créer le standard pour comment une compagnie Bitcoin devrait se comporter. Et je voulais moi-même prouver et démontrer que les compagnies Bitcoin peuvent et doivent assumer cette responsabilité en tant que joueur de l'écosystème Bitcoin, de créer l'infrastructure et d'implémenter et de faire avancer une cause idéologique en même temps et de pas se perdre dans les ICO, dans les shitcoins, dans le DeFi, dans le Bitcoin for Financial Institutions, de rester focusé sur le message. Donc 2018-2019, et finalement, on a gagné la guerre des blocs. Donc, Bull Bitcoin a pu attendre développer l'infrastructure, rouler l'infrastructure. Je crois que honnêtement, je veux dire, je vais pas prendre le crédit pour Segwit et pour la guerre des blocs individuellement ou en tant que compagnie, mais il y avait très peu de compagnies qui ont rise to the challenge. Il y avait Bull Bitcoin, il y avait Trésor, il y avait Blockstream, puis il y en avait une dizaine. Donc là, ce que je me suis rendu compte, c'est vraiment powerful là, d'avoir une compagnie qui a l'infrastructure et qui est motivée idéologiquement. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça sur lequel on va focuser. On oublie les normies, on oublie le mass adoption. Je préfère mieux servir un client qui va être un individu souverain que de créer 100 Bitcoiners qui sont custodial, complètement cooked, fully KYC'd et qui sont pas la souveraineté. Donc, j'ai recentré aussi ma vision sur le succès de Bitcoin sur le but, c'est pas d'avoir le plus de Bitcoiners possible. Le but, c'est de créer des individus souverains. Et c'est vraiment rendu ça l'identité de Bull Bitcoin, c'est creating sovereign individuals. C'est vrai qu'on se rend tous à un moment donné dans notre parcours de Bitcoiner. Au début, on est un peu dans la phase d'euphorie, on veut orange pill tout le monde. Ouais. Et à un moment donné, quand même, au bout de 3, 4 ans, 2, 3 ans, on se rend compte que la plupart des gens ne sont pas prêts à être débranchés du système. Et du coup, on sélectionne un petit peu plus à qui on donne l'orange pill. Parce que c'est flippant quand même de se dire pour un mec normal, quand tu lui dis tu vas mettre une seed plate dans ton garage, tu vas avoir une grosse partie de ton patrimoine dessus, t'as pas d'assurance. Et il y a des gens qui sont pas prêts à faire cet effort-là encore, tu vois. Ouais. Tu sais, si ton bateau coule, tu n'as pas besoin de faire de marketing pour les canaux de sauvetage, right? L'important, c'est pas de convaincre les gens de l'importance d'un canot de sauvetage. C'est qu'il y a un canot de sauvetage et qui fonctionne quand les gens en ont besoin. Donc, pour moi, l'adoption de Bitcoin, les gens adoptent Bitcoin au prix auquel ils méritent. T'sais, les gens adoptent Bitcoin quand ils en auront besoin. Ça sert à rien d'essayer de créer de la demande artificielle en pumpant artificiellement Bitcoin. Le plus important, c'est que quand on en aura besoin, c'est-à-dire quand les gouvernements vont commencer à nous censurer de manière plus agressive, quand l'économie va commencer à s'écrouler de manière plus accélérée, les outils qu'on a besoin, ils sont bien montés, ils sont bien ficelés, ils sont solides et ils sont capables de résister aux pressions gouvernementales et résister aussi aux pressions de l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Donc, à partir de 2018, j'ai arrêté tous les projets que je faisais de consulting, de mass adoption, de public education. On a fermé l'ambassade Bitcoin aussi d'ailleurs parce que moi, ça me prenait trop de temps, ça me saoulait, puis je me suis dit, il faut absolument que je me concentre à fond sur créer l'infrastructure et une infrastructure souveraine. Donc, 2018-2019, et aussi la philosophie de Bull Bitcoin en tant que product, c'est je voulais créer le produit que moi, je veux utiliser.
et je veux créer un produit qui réponde aux besoins de 0,0001% de la population, c'est-à-dire les toxiques maxi, cypherpunk, radicaux. Je veux que les experts Bitcoin et les fans de Bitcoin se sentent confortables de recommander Bull Bitcoin à leurs parents. Ça, c'était mon objectif. Donc, je voulais pas plaire à tout le monde. Je voulais plaire à un micro-segment de la population. Mais ce que je me suis dit, c'est que si je suis capable de satisfaire les attentes les plus élevées possibles, je vais créer le meilleur produit possible. Et c'était ça mon objectif. Donc, et c'est pour ça qu'on est resté toujours self-funded. Tu sais, je suis jamais allé chercher. J'aurais pu, en 2017, quand il y avait la phase du ICO, j'aurais pu aller prendre 15 millions puis faire plein de fucking marketing, de vendre Bitcoin aux normies. Mais c'est pas ça que je voulais. Là. Je voulais bâtir cette infrastructure souveraine et indépendante. Donc, on a fait ça 2018-2019. Et ce qui est cool avec Bull Bitcoin, c'est que le marketing, à cette époque-là, c'était $0, man. Le seul et unique marketing qu'on faisait, c'était mon compte Twitter. Et on faisait beaucoup de meet-up. On s'impliquait dans la communauté. Puis, donc, on était visible dans des très petits cercles, mais zéro marketing. Et puis tu sais, quand tu as un bon produit, le bouche à oreille fonctionne. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient Bitcoin only, Bitcoin maximaliste, et qui, quand ils orange pilaient quelqu'un de leur famille ou leurs amis, ils se disaient je vais pas les amener sur Coinbase parce que sinon ils vont finir par acheter du XRP ou du Banana Coin. Et forcément, ils disaient va sur Bull Bitcoin parce qu'ils étaient garantis qu'ils pourraient juste acheter du Bitcoin et qu'ils seraient obligés de le self-custody, tu vois. Et puis ça a toujours été la promesse de Bull Bitcoin, c'est je veux que tu me fasses confiance avec tes amis puis tes parents. Et tu vas pas le regretter. Si tu envoies tes parents chez nous, ils vont ressortir de Bull Bitcoin avec leur propre wallet, ils vont avoir un bon backup, ils n'auront pas de shitcoin, ils vont pas faire du leverage trading, ils vont pas perdre leur stack, ils vont hold. Et si jamais ils ont besoin de cash out, ben ils pourront payer leur facture, genre that's it. Et c'était une proposition de valeur qui était d'un tout petit marché, mais on a vraiment bien servi ce marché et on a eu une obsession totale sur l'expérience du client parce que vu qu'on n'est pas financé par du venture capital, on est financé par nos revenus. Donc, si on n'a pas de clients, on peut pas payer nos staffs, on peut pas payer notre R&D. Donc, il faut absolument qu'on ait un focus absolu sur la satisfaction des clients. 2019-2020, Bull Bitcoin commence à prendre de l'expansion. Au fur et à mesure qu'on fait de l'argent, j'engage plus de monde. On a toujours une petite équipe. À cette époque-là, on est, je sais pas, genre 6 personnes. Tu sais, c'est minuscule. Et 2020, un autre virage important dans ma vie et dans la vie de Bull Bitcoin, c'est COVID. Donc, je me suis graduellement radicalisé pour devenir plus cypherpunk, plus toxique anti-shitcoin, plus axé sur la souveraineté individuelle. Mais COVID a été une accélération de cette radicalisation, où est-ce que je me suis vraiment rendu compte que la souveraineté individuelle et la liberté individuelle on était en phase défensive. Là. Tu sais, les gouvernants sont passés à l'attaque. Donc, quand COVID est arrivé, c'était un use case pour le coup de Bitcoin, quoi, en termes d'outils de souveraineté. Ouais, absolument. Parce que quand COVID est arrivé, il y a eu et ce qui était intéressant aussi, c'est que la culture Bitcoiner, c'est une culture qui fait en sorte que tu remets en question l'autorité établie et tu as des positions qui sont fortes et contrariennes. Donc, dès que COVID arrive, moi, ça me prend 3 semaines pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est évident avec d'autres Bitcoiners, c'est un fucking scam gouvernemental, les banques sont fucked, l'économie est fucked. C'est un power grab. Les gouvernements, ils veulent imposer des restrictions, ils veulent créer un mouvement de panique, ils veulent faire des lockdowns. Et ils essaient de asserting their dominance. Les gouvernements, avec les lockdowns, les masques obligatoires, les mandats COVID, ils essaient d'aller chercher des pouvoirs et de forcer la population en soumission. Donc, moi, en tant que Bitcoiner rebelle, je me rebelle immédiatement à cette idée et je commence à trouver plein de hacks et plein de manières de détourner le système. Donc, j'ai créé des bracelets qui sont qui étaient mon exemption de masque. Donc, je me promenais dans les commerces, je faisais des vidéos et je montrais à tout le monde, genre, il faut résister de manière quotidienne tous les jours. Genre, c'est vraiment important. Même si ça te dérange pas de porter un masque, il faut que tu résistes par principe à l'idée que le gouvernement peut te forcer à te mettre une couche dans le visage, quoi, et que si tu te soumets pas à cette requête gouvernementale, ben tu peux plus acheter ta bouffe, tu peux pas aller au resto, etc. Il faut résister à tout prix de manière individuelle. C'est un devoir moral de résister.
Donc, je commence à faire ma résistance active à Montréal. Mais à un certain point, je me suis rendu compte, OK, Bitcoin est capable de me donner la capacité de me déplacer partout sur la planète avec mon argent. C'est le use case de Bitcoin. Tu sais, quand on parle des use cases de Bitcoin, c'est quoi la différence entre Bitcoin et de l'or, par exemple? Ouais, mais l'or, si tu as 3-4 lingots d'or et c'est tout ton net worth et ton gouvernement devient tyrannique, il faut que tu te pousses, tu peux pas prendre l'avion avec, man, t'es fucked. Alors, j'ai dit, OK, je vais utiliser ce use case de Bitcoin pour me barrer de mon pays complètement. Et je suis parti du Canada et je me suis poussé au Costa Rica. Donc, et c'était un exil politique où est-ce que je me dis, je refuse de me soumettre et ça devient trop difficile de pas se soumettre. Tu sais, genre, à un niveau pratique, genre, je peux le truc de masque obligatoire, il a fonctionné genre 3-4 mois, mais à un certain point, les gens, ils ont compris que c'était n'importe quoi, là, mon petit bracelet. D'ailleurs, il y avait un cas d'école, enfin, quand ils ont commencé à saisir les comptes des truckers, là, on était vraiment dans le concret du power grab du gouvernement, quoi. Ça a été la meilleure pub pour Bitcoin parce que, donc, en 2020, je me pousse du Canada pour aller au Costa Rica, mais Bitcoin continue à exister comme une entreprise canadienne. Et en 2021, la population canadienne, ou un grand segment, ils en ont marre à cause des mandats de vaccins obligatoires, particulièrement les camionneurs qui doivent traverser le Canada et les États-Unis de manière régulière pour faire leur shipment, parce que c'est une des plus grosses industries au Canada, c'est le transport, et on importe, on exporte tout aux États-Unis. Donc, tu as des dizaines, voire des centaines de milliers de travailleurs canadiens qui n'ont plus le droit de traverser la frontière, donc qui peuvent plus gagner leur vie. Et évidemment, il y a eu les manifestations à Ottawa, le mouvement des truckers. Et instantanément, pour Bitcoin en tant que compagnie, encore une fois, moi, genre, la neutralité politique en tant que business, j'y crois pas, man. C'est une fucking guerre idéologique. T'es soit du côté des bons ou soit du côté des méchants. Et clairement, les truckers puis les manifestants pour la liberté individuelle, clairement, c'est les gentils, quoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est fiche-moi la paix, quoi. Donc, pour Bitcoin, on a pris la décision, OK, on va encourager les truckers. Donc, c'était vraiment cool. En fait, à cette époque-là, on a commencé à orange pill les truckers. On leur a appris comment utiliser Bitcoin. Et après, genre, 1 mois et demi ou 2 mois de manifestation, ou 1 mois de manifestation, boum, le gouvernement canadien met en place ce qui est presque la loi martiale. Donc, c'était une mesure d'urgence. Donc, ils ont évoqué un... Ce qui est fou, c'est que c'était même pas des gens qui avaient vocation à être violents. C'était juste une manifestation où il y avait des mecs qui appuyaient sur des klaxons dans des rues, quoi. Ouais, puis c'est là que tu vois que c'est 2 poids 2 mesures. Donc, quand la gauche manifeste, et je sais pas, pour la Palestine ou pour les droits de scolarité ou pour la retraite, là, ils peuvent tout casser, ils peuvent occuper des régions entières d'une ville et détruire l'économie d'une ville, ça on les laisse passer. Mais dès que tu es de droite, libertarien, droit individuel, souveraineté, anti-vax, anti-establishment, tu es complètement fucked. Et ce que le gouvernement a fait, et merci au gouvernement canadien de l'avoir fait, c'est génial, ils ont gelé les comptes de banque de quelques centaines de personnes et leurs cartes de crédit et leurs assurances vie, etc., etc. Et ces personnes-là se sont rendues du jour au lendemain unbanked. Jusqu'à ce moment-là, la possibilité qu'un gouvernement utilise la censure financière comme outil de répression politique, c'était théorique même. C'est le genre de truc que tu dis, alors, ça arrive en Chine, ça arrive peut-être en Russie, ça va jamais arriver ici. Donc, tu sais, on n'a pas besoin de Bitcoin au Canada parce qu'on est protégé par l'État de droit, par un système judiciaire. Donc, il n'y aura jamais un moment où est-ce que tu auras besoin de Bitcoin pour te protéger du gouvernement. Cette illusion a été complètement éclatée par le fait que le gouvernement a fait cette répression financière. Et ça a lié à une augmentation, mais massive, de l'utilisation de Bitcoin au Canada. Pour les bonnes raisons et de Bull Bitcoin. Avec le début de COVID, by the way, quand il y a eu les premiers lockdowns, le volume sur Bull Bitcoin, il a explosé, man. C'était, mais beautiful. J'étais trop content. Et jusqu'à cette époque, on était plutôt tight niveau budget, genre, tu sais, on était en mode très, je dirais, survival, genre bootstrap. Mais là, avec COVID, man, on a vu, il y a tellement de gens qui sont sautés sur l'opportunité parce qu'ils voyaient aussi que, genre, bon, le fiat system, il est ultra fragile, quoi. Les stocks, ils ont crash. Puis on était parti en impression monétaire en mode banana, quoi. Ouais, absolument. Et le gouvernement envoie de l'argent à tout le monde.
on rentre dans une phase de revenu universel, de socialisme à l'extrême, là, tu sais, genre, c'était du socialisme, c'était du néo-marxisme. Il y a plein de courants aussi qui font en sorte que les gens se réveillent. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin des orange pills, parce qu'ils vont se réveiller eux-mêmes, right? Plus la situation avance, plus ils se réveillent eux-mêmes. Et avec les truckers, j'ai plus besoin de convaincre personne que Bitcoin est un outil indispensable pour la souveraineté individuelle. Et et ce qu'on a fait avec Bull Bitcoin, c'est qu'on s'est vraiment associé à ce mouvement-là, comme quoi, genre, guys, Bitcoin, c'est un outil de souveraineté. Number go up, oui, c'est vrai, genre, je vais pas mentir. Moi, je crois au number go up à long terme, genre. Il y a deux raisons pour lesquelles je hold Bitcoin. La première, c'est parce que je veux pas que je sois censuré, je veux pas que mes actifs soient saisis. Et moi, politiquement, je veux dire, je suis une personne qui est très visible au Canada comme étant anti-gouvernementale. Je suis un candidat typique. Genre, si j'avais des comptes de banque au Canada, c'est très possible qu'ils auraient été saisis et censurés. Mais l'autre, c'est clairement aussi, évidemment, il y a juste 21 millions de Bitcoin, il y a une demande qui augmente. Bon, fait que je crois au number go up aussi, mais on a vraiment réussi à captiver l'imaginaire des gens avec ces exemples de censure. Et ces exemples de censure et de répression politique avec le mouvement woke, le mouvement gauchiste, avec la guerre en Ukraine, avec le fait que si tu t'opposes à l'idéologie trans, tu es considéré, t'es fiché immédiatement comme un extrême de droite radical. Et les banques, ils vont s'attaquer à toi personnellement. Donc, pour toutes ces raisons, je crois que les use cases légitimes de Bitcoin sont en train de fleurir. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir d'être une compagnie, un échange qui base à la fois son brand, son marketing, mais aussi ses valeurs sur de servir ce use case spécifique qui est la liberté individuelle, la responsabilité individuelle. C'est un sujet qui est d'actualité, hein, notamment avec ce qui se passe avec le patron de Telegram qui vient de se faire arrêter en France d'ailleurs. Ouais, complètement débile. Puis genre, si ça peut arriver au patron de Telegram, qui est un milliardaire assez puissant, si ça peut arriver à monsieur, madame, tout le monde au Canada, les truckers, qui la seule chose qu'ils ont fait, c'est se pointer à une manifestation, ça peut arriver à tout le monde. Et donc du coup, c'est à peu près à cette période où tu es parti au Costa Rica. Ouais. Donc tu es un petit peu parti en exil pour fuir ce qui se passait au Canada. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu es arrivé là-bas, qu'est-ce que tu as développé avec Bitcoin Jungle, qui est un projet qui commence à faire pas mal de bruit, si tu peux nous en dire plus? Ouais, je suis parti au Costa Rica en quête de liberté individuelle. Pas que le Costa Rica est un pays qui est un libertarien ou quoi que ce soit, tu sais, c'est juste que dans les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, les pays un peu du tiers-monde, quoi, tropicaux, le gouvernement a une capacité d'enforcement qui est beaucoup limitée. Donc, si tu te pointes en campagne au Costa Rica, techniquement, on avait un lockdown, techniquement, on avait un mask mandate et techniquement, il y avait un COVID vaccine mandate au Costa Rica, mais c'était pas du tout enforcé. Donc, et pour moi, genre, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, je peux pas évoluer, je peux pas construire ma business si je me sens pas comme un homme libre. Ce qui était hyper important pour moi, c'est la dignité. Non seulement c'est la liberté individuelle, mais c'était la dignité. Je veux pas avoir honte de comply. Je veux être dans un endroit où est-ce que je peux avoir la possibilité de pas comply. Et j'ai trouvé ça au Costa Rica. Donc, je me suis pointé là, j'ai pris l'avion, j'ai tout vendu ce que j'avais à Montréal. J'ai fermé le bureau de Bull Bitcoin. J'ai fait une croix sur mon ancienne vie, mes amis normies. Mon groupe d'amis au Québec, comme la plupart des Bitcoiners rebelles, on était capable de cohabiter de manière pacifique avant COVID. Et au moment de COVID, ce que je me suis rendu compte, c'est que non seulement on n'est pas idéologiquement alignés, mais malheureusement, c'est mes ennemis, man. Ils cherchent à m'enlever ma liberté, ils cherchent à me détruire en tant que personne. Donc, d'ailleurs, la cerise qui avait fait déborder le vase, c'était que tu avais pris une amende pour avoir fait un barbecue dans un parc, c'est ça? Ouais, entre autres, le Bitcoin Housing Party, j'étais avec Thibault Maréchal, un autre Bitcoiner québécois, et un autre Bitcoiner. On était 3 personnes dans un parc. On se rejoint pour avoir des bouteilles de champagne pour le halving, on pop la bouteille de champagne, et là, il y a 2 policiers qui s'amènent puis qui disent vous êtes en réunion illégale. Et là, on le regarde, on est comme mec, man, on est 3 dans un milieu d'un parc, genre, t'es fou, quoi. Il dit non, c'est légal ce que vous faites, donnez-nous vos pièces d'identité. On dit fuck off, man, on donne pas les pièces d'identité. Il appelle son backup. Finalement, on s'est retrouvé dans une situation où est-ce qu'il y avait genre 9 policiers avec 3 voitures de police, avec un hélicoptère au-dessus, parce qu'on refusait de donner nos cartes d'identité. À un certain point, après 1h30, on a décidé, bon, on va se soumettre, quoi. Genre, j'ai donné ma carte d'identité, j'ai pris l'amende, 1500 balles par personne. Et là, j'étais comme, c'est fini, man.
c'est fini. Right? This will never happen to me ever again. Donc, quelques semaines plus tard, je me suis poussé. Et un truc qui s'est passé qui est cool au Costa Rica, c'est bon, une fois que je suis arrivé au Costa Rica, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain mindset. C'est des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Européens qui avaient fui le COVID pour aller dans un endroit comme le Costa Rica. Il y en avait énormément. Et je me suis retrouvé dans une situation où il y a plein de Bitcoiners qui ont vu ce que j'ai fait sur Twitter, qui se sont barrés et qui sont venus au Costa Rica. Donc, on a commencé à construire une petite communauté de genre expats radicaux qui veulent vivre leur vie et qui comprennent l'importance de développer un set d'outils de souveraineté. Et fait que je me suis retrouvé dans ma tribu, quoi, genre des gens qui sont axés sur la liberté et la souveraineté individuelle. Donc, on a parti un meet-up, on a commencé à chiller avec les Bitcoiners. Et éventuellement, j'ai découvert, par pur hasard, qu'il y avait un projet d'économie circulaire au Costa Rica. Et j'ai découvert par hasard parce qu'un jour, je suis allé dans un marché fermier. Donc, le genre de marché où est-ce que tu peux acheter directement des fermiers, où est-ce que tout se fait en cash, tu sais, qui est comme en dehors du système. Évidemment, pas de masque, pas de vax mandate, etc. Et je me pointe là-bas et il y a des stickers Bitcoin accepted here en espagnol partout. Genre, il y a comme 40 vendeurs de fruits, de viande, de lait, de fromage, de légumes, de plein de trucs, de café, et tout le monde accepte Bitcoin. Et là, je suis comme, what the fuck? J'avais aucune idée que ce truc existait, tu sais. Et là, je me renseigne un peu là-dessus. Et mon premier réflexe, ça a été de dire genre, OK, c'est quoi ce système? C'est un custodial Bitcoin wallet qui est détenu par quelques mecs au Costa Rica. Et moi, j'étais genre, au début, j'étais full self-custody. N'importe qui fait un custodial wallet, je suis suspicious, man. Genre, il y a une chance qu'ils font un rug pull. Ils font un meet-up, je me pointe au meet-up, genre incognito, mais genre, tu sais, pas incognito parce que, évidemment, ils me connaissaient de Twitter, mais je me pointe sans m'annoncer et j'écoute les mecs qui font leur présentation sur le projet, man. C'est des maxi ultra radicaux, pro self-custody. J'adore tout ce que j'entends. Puis, tu sais, au fur et à mesure que je leur parle, tu sais, ils m'expliquent, genre, ouais, nous aussi, on est pro self-custody, mais il y a une réalité sur le terrain qui est que si tu veux accepter des paiements en Lightning, le channel management, c'est compliqué, les backups. Donc, j'ai un peu mis d'eau dans mon vin avec la self-custody parce que j'ai admis que ce qu'ils avaient fait de Orange Pill, ces personnes, ça aurait pas été si facile à faire s'ils avaient utilisé genre Phoenix ou genre Bluet ou quelque chose du genre. Et donc, cette communauté-là, elle a été créée pendant COVID, right? Donc, pendant COVID, il y a eu une perte de tourisme phénoménale au Costa Rica. Et il y a eu ces commerçants-là qui étaient aussi, tu sais, les commerçants au Costa Rica, genre, c'est des fermiers, mais ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, ils sont des conspis aussi, ils sont dans les groupes Telegram, genre. Et les agriculteurs et les gens qui sont en campagne au Costa Rica, c'est comme partout dans le monde, tu sais, ils sont conservateurs, ils sont pastes, ils sont suspicious des banques, suspicious des gouvernements, leave me the fuck alone, moi je fais ma petite ferme, je fais ma vie, j'ai ma famille, etc. Donc, il y avait un terrain assez fertile pour... Puis là, ils avaient une base de clients qui étaient bitcoiners. Exactement. Donc, c'était vraiment l'alignement des incentives, quoi. Ouais. Et donc, la genèse de Bitcoin Jungle, le Bitcoin Jungle, c'est quoi? Premièrement, c'est un wallet, ça a été forké du Bitcoin Beach Wallet. Donc, c'est un Bitcoiner américain qui habite au Costa Rica, qui s'appelle Lee Salminen. Et le fondateur de Bitcoin Jungle et 3 ou 4 autres personnes qui étaient tous un peu des entrepreneurs qui étaient soit des Bitcoin OGs ou des Bitcoin Maxi, genre plutôt récents. Et on a forké le wallet et on a créé un meet-up et on a créé un réseau de BTC Pay Server. Et le pitch qu'on faisait à ces gens-là, c'est, regarde, on va créer un mouvement de marketing comme quoi les Bitcoiners qui sont en quête de liberté peuvent aller quelque part sur la planète, genre cette région du Costa Rica, et vivre de leur Bitcoin. Et ce qu'on voulait aussi, c'est créer une économie parallèle, genre si jamais il y a un problème bancaire ou un collapse du fiat, on a notre plan B. On a une communauté qui est déjà bien éduquée de manière pratique sur comment utiliser Bitcoin. Et le projet a pris énormément d'ampleur, c'était un succès phénoménal. Aujourd'hui, on fait plus de 20 000 transactions de Bitcoin par mois au Costa Rica. On a 380 commerçants qui acceptent le Bitcoin. Et quand je me suis joint à ce groupe, un truc intéressant que je me suis rendu compte, c'est que afin de convaincre les commerçants d'accepter Bitcoin, on leur disait, écoutez, acceptez Bitcoin, il n'y a pas de conversion automatique. Et si vous voulez du fiat,
ben, on va venir vous racheter des bitcoins. Donc, les gars de Bitcoin Jungle, ils se promenaient un peu à droite à gauche chaque semaine avec une poche d'argent cash. Ils allaient distribuer du cash aux commerçants qui voulaient cash out. Et moi, je me dis, bon, c'est quoi mon expertise? C'est de payer des factures en Bitcoin, man. Genre, ça fait, là, on est en 2021. Moi, ça fait genre 7 ans que je travaille de faire du fiat, du Bitcoin off-ramp pour du fiat. Donc, je leur dis, man, genre, c'est pas scalable ce que tu fais. Genre, on peut pas continuer à aller prendre la moto puis livrer du cash aux commerçants. Premièrement, on va se rebuter parce que si les gens savent qu'on a toujours des gros montants de cash avec nous, un certain jour, on avait un horaire où est-ce que genre, on disait jamais à l'avance quand est-ce qu'on allait venir parce qu'on voulait pas que quelqu'un nous attende avec un bat de baseball, tu sais. Et aussi, on était rendu genre un peu maxed out, genre on peut pas cash out, on n'a pas tant de fiat que ça, genre pour cash out, c'est trop compliqué. Donc, je me suis associé avec les gars de Bitcoin Jungle, je leur ai dit, check, je vais prendre mon expertise avec Bull Bitcoin et je vais créer un système où les gens qui acceptent les paiements en Bitcoin peuvent très facilement le cash out pour leur compte de banque. Donc, j'ai répliqué un peu Bull Bitcoin au Costa Rica. Et, ben pas un peu, j'ai répliqué carrément Bull Bitcoin au Costa Rica. Et ce que ça m'a donné, puis ce qu'on a créé au Costa Rica, c'est l'expérience Bitcoin la plus incroyable sur la planète. C'est-à-dire qu'au Costa Rica, la réglementation sur le KYC, elle est, pour le dire, très loose. Right? Donc, c'est pas très réglementé. Donc, le KYC, c'est très, très loose au Costa Rica. Et c'est des paiements qui sont instantanés. Donc, tu passes de ton wallet Lightning, tu rentres un numéro de téléphone, parce qu'au Costa Rica, les paiements sont avec le numéro de téléphone, et tu appuies sur un bouton. Le paiement de la facture Lightning se fait automatiquement. Le fiat, il est envoyé au compte de banque du récipiendaire automatiquement. Donc, ce que ça fait aussi, c'est qu'en tant que touriste ou en tant qu'étranger, tu peux payer n'importe qui au Costa Rica à partir de ton wallet. Parce que même si eux n'acceptent pas Bitcoin, tu fais une conversion instantanée et tu payes la personne, elle reçoit un texto sur son téléphone comme quoi tu as reçu du fiat. Donc, ça permet aux gens de vivre genre fully unbanked. Donc, on a créé genre l'infrastructure bancaire en fait pour les gens qui veulent se débancariser. Ça, c'est un peu l'utopie de la citadelle que vous avez concrètement essayé d'une certaine manière de mettre en place, quoi. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est une citadelle. Puis la citadelle, c'est pas le mime du genre, c'est pas le Mont-Saint-Michel, right? Où est-ce que genre c'est une ville avec des murailles. La citadelle, c'est de créer une communauté forte où tu peux vivre en Bitcoin et tu as des liens d'attachement à une tribu qui sont excessivement fortes, qui sont pas nécessairement basés sur une expérience ethnique ou religieuse, mais qui est basée sur une valeur commune, comme quoi, genre, nous sommes des individus souverains. Et c'est comme une genre d'alliance, comme quoi, genre, si ma souveraineté, si toi, tu es capable de devenir un individu souverain et moi aussi, on a genre un intérêt à collaborer pour protéger notre propre souveraineté. Tu sais, c'est une tribu qui est basée sur des valeurs communes. Et puis c'est de l'interdépendance aussi. Et c'est l'interdépendance. Ils ont besoin de toi, l'argent, le lait, la viande, donc on revient vraiment au basique de la vie en société, quoi. Ouais. Et ce qui est vraiment cool avec les Bitcoin, c'est que la plupart des commerçants gardent les Bitcoins, man. Et ça a été super important pour nous. C'est genre, il y en a certains qui vont accepter des paiements en Bitcoin et qui vont convertir en fiat right away, mais la plupart des commerçants, genre, conservent Bitcoin comme un actif d'investissement. Au Costa Rica, c'est pas comme ici où est-ce que tu peux aller dans ton compte bancaire puis genre transférer des fonds de ton compte de chèque à ton 440, genre, puis c'est pas facile au Costa Rica d'investir, genre, c'est surtout pour un pleb qui est genre undocumented, puis tu sais, c'est des gens là-bas, tu sais, genre, c'est le Far West, genre. Tu sais, les gens, ils ont pas d'adresse aussi, genre. Les gens ont des comptes de banque, mais c'est pas le genre de personnes qui peuvent investir dans le stock market. Donc, on est rendu à une économie qui est pas fully circulaire, mais elle est à genre 15%, 20% circulaire. C'est-à-dire que les gens qui se font payer en Bitcoin, on a un effet réseau qui est tellement huge que si tu es un commerçant qui se fait payer en Bitcoin, tu peux littéralement genre dépenser tes Bitcoins aussi en tant que commerçant. Et ce que ça a créé dans ma tête aussi, c'est genre, Bull Bitcoin, on a une infrastructure, on a un marché qui est le Canada, qui est un petit marché, et de prendre cette infrastructure, l'amener dans un nouveau pays, c'est pas si compliqué. C'est ça que ça a ouvert dans mon esprit. C'est genre, OK, genre, on a été capable de faire une expansion internationale au Costa Rica, de recréer ce qu'on a fait au Costa Rica, et le niveau de qualité de la technologie qu'on a, c'est dommage qu'on ait juste 30 millions de clients, right? Ben, pas 30 millions, mais qu'on ait un marché de 30 millions de personnes. Ça serait vraiment intéressant de commencer à l'offrir à d'autres personnes. Et aussi, le feedback qu'on a reçu au Costa Rica, man, c'est tellement bon pour le moral. Genre, les gens, ils sont comme, tu nous as sauvé la vie, c'est génial, c'est le meilleur truc qu'on a jamais vu. Et ça m'a donné l'envie d'offrir ce service
ailleurs dans le monde. Donc suite à l'expansion au Costa Rica, je me suis dit, si on le fait au Costa Rica, on peut le faire ailleurs. Et donc, ce qui m'a amené à me dire, bon, ben, aussi, tu sais, j'ai commencé à avoir, COVID, ça m'a aussi motivé dans le sens où, tu sais, en 2020, 2021, genre, en 2020, si j'avais voulu, j'aurais pu garder Bull Bitcoin où il était, rien faire, prendre un peu ma retraite, tu sais, vivre un peu comme digital nomade, puis j'aurais été good, tu sais. Mais ils ont attaqué ma dignité, ils ont attaqué ma souveraineté individuelle. C'est une attaque personnelle, genre. Ouais, donc là, c'était un combat personnel, quoi. Ouais, parce que... Moi, je l'ai vécu de la même manière. Ouais, parce que, tu sais, genre, le gouvernement, il peut dire, genre, ah, c'est pas personnel, c'est une mesure de santé collective. Genre, non, man, moi, je peux pas aller à l'épicerie, moi, personnellement, aujourd'hui, en ce moment, genre. Et puis, ce qui était le plus frustrant, c'était de voir les 80% de la population qui trouvaient ça plus ou moins normal. Alors qu'on avait empêché aux gens de marcher dans la rue, tu vois. Ouais. Donc, j'ai eu un peu un second souffle parce que, tu sais, entre 2013 à 2020, c'est long, man. C'est passé 7 ans en Bitcoin, c'est un peu long. Puis là, tu commences à te tanner, tu commences à dire, j'ai envie de faire autre chose. Mais COVID a vraiment ravivé la flamme radicale et révolutionnaire en moi. Et pour moi, c'est devenu, genre, plus que jamais un devoir moral. Genre, je peux pas accepter, tu sais, je regarde, genre, tu sais, mes ancêtres ou Dieu ou whoever is out there, genre, qui me regarde, je peux pas les décevoir et savoir que j'aurais pu résister, mais j'ai choisi de, genre, prendre ma retraite et de me la couler douce, genre, sur la plage. Donc, ça m'a donné l'envie, man, take over the world. Parce que des trucs comme Bull Bitcoin, il y en a pas beaucoup ailleurs, man. Tu sais, c'est, en Europe, il y en a quelques-uns. En Asie, pas vraiment. Mais je regarde l'offre sur le marché, man, c'est tout de la merde, quoi. Donc, le feedback que j'ai reçu au Costa Rica, d'avoir une nouvelle segment de population qui ont tellement de gratitude à ce qu'on leur a à offrir, man, ça m'a donné le vent dans les voiles. Puis là, on est parti pour take over the world, man. Nice. On dit souvent Bitcoin changes you. Ouais. Toi, c'est vrai qu'on te ramène souvent on parle l'ancien Francis, le Francis qui était un peu la fleur au fusil, qui voulait changer le monde via la politique, qui portait sa petite cravate. Maintenant, les gens, quand ils te voient, c'est chemise à fleurs, carnivore. Et c'est vrai que c'est dans le parcours du Bitcoiner, ça se passe souvent comme ça. Alors d'abord, les gens, ils arrivent soit par la politique, soit par la technologie. Ensuite, s'ils arrivaient par la politique, ils commencent à s'intéresser à la technologie. S'ils arrivaient par la technologie, ils commencent à s'intéresser à la politique. Et il y a des ramifications dans le rabbit hole où ils commencent à remettre en question l'actualité, ils commencent à remettre en question l'histoire, ils commencent à remettre en question le régime alimentaire, le sport, la famille, les enfants. Est-ce que tu penses, toi, que Bitcoin a eu un impact sur ton parcours en tant qu'humain et en développement personnel, tu vois? Ouais, absolument. Puis tu l'as bien dit, genre, ce que ça crée en toi, c'est un sentiment de défiance, de méfiance, de rébellion. Et aussi le fait d'avoir des bitcoins, d'en posséder, puis d'être souverain avec tes bitcoins, ça te permet aussi de dire genre fuck you au système, puis t'en sortir, quoi, genre. Ça te permet de t'exprimer sans avoir la crainte, et ça te permet de te radicaliser un peu. C'est vrai que moi, ça, je l'ai ressenti pendant le confinement, parce qu'à un moment donné, je me baladais dans les transports en commun sans masque. Ouais. Je me suis pris une amende et à l'époque, j'étais 100% de mon patrimoine en Bitcoin. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je paye pas l'amende? Et je me dis, ils vont me mettre une autre amende, mais s'ils peuvent pas venir me saisir. Et en fait, je me suis rendu compte que, au-delà de NGU et toutes ces choses-là, en fait, ça change le rapport de force entre toi et les mecs d'en face. Et ça, c'est hyper fort. Je connais pas le mot en français, mais en anglais, on dirait que c'est un empowering feeling. Mais il y a aussi d'autres changements. Puis ça, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on le voit intuitivement. Genre, je suis pas le seul Bitcoiner qui était genre tout blanc, tout maigre, comme nerd qui mange de la fucking bouffe de take-out, qui a eu un parcours personnel où est-ce que, tu sais, maintenant on va au gym, on est bronzé, on va à la plage, on est self-sovereign. C'est quelque chose qui est relativement commun chez les Bitcoiners. Un autre truc que je remarque, c'est le désir d'avoir des enfants. Ça, c'est huge, man. Genre, quand je regarde les gens de ma génération, soit ils veulent un enfant, soit ils n'en veulent pas, parce qu'ils sont cyniques, nihilistes. Pour eux, c'est « Ah, je veux pas donner des enfants dans ce monde de merde », alors qu'un Bitcoiner qui comprend le long-term value proposition de Bitcoin, qui comprend aussi le fait que tu peux donner en héritage des Bitcoins à tes descendants sans
qu'il y ait d'intervention tierce, disons, dans ce processus. Et là, tu dis genre, la théorie du NGU, c'est genre, OK, mes bitcoins aujourd'hui, ils valent 60 000 euros par coin. Quand mes enfants, ils vont avoir 25 ans, les bitcoins, ils vont valoir, je sais pas, genre 1 million d'euros par coin. Je peux pas en profiter aujourd'hui, genre. Ouais, je peux pas profiter de mes bitcoins autant que mes descendants vont profiter des bitcoins. Donc, ça te donne l'envie d'être un very, very long-term holder. Ça augmente ton horizon, en fait. Ouais. Tu te dis, genre, si mes enfants passent mes bitcoins à leurs petits-enfants et que les petits-enfants passent les bitcoins à leurs petits-enfants, mais dans 120 ans, t'as une fucking dynastie, man. Right? Puis c'est pas quelque chose que moi, je pourrais établir dans mon lifetime. Donc, si tu parles, par exemple, tu regardes en Europe, genre, pourquoi est-ce qu'on a des cathédrales? Pourquoi est-ce qu'on a des monuments qui durent sur des générations? Tu sais, dans la construction même, durent deux générations. C'est parce qu'ils avaient un long-term vision de créer une genre de dynastie familiale, quoi. Et c'était dû à l'étalon or aussi, hein. On le voit concrètement dans l'architecture dans les années 60-70. C'est là où on a fait le shift où maintenant, les buildings, ils sont construits et 20 ans après, on les rase, on en reconstruit d'autres. Ouais, évidemment, genre, tu sais, quand tu as de l'argent, de l'épargne incitative, c'est de dépenser le plus vite possible avant que tu sois dévalué ou avant que ton argent soit saisi. Mais là, c'est genre, savoir, OK, mon argent, il est sécure physiquement par le proof of work, la cryptographie, le réseau Bitcoin. Et aussi, la valeur de mon argent est relativement sécure par le NGU. Donc là, je peux commencer à me projeter dans un avenir qui dépasse ma propre vie, quoi. Tu sais aussi, il y a l'argument genre, OK, j'ai des bitcoins, je suis un hodler, I'm never gonna sell bitcoin, I'm gonna hold forever. Ouais, mais tu fais quoi avec tes bitcoins, genre, à la fin de ta vie, genre, quoi, tu vas les laisser disparaître comme un pharaon dans ta tombe, genre, ou est-ce que tu vas créer une dynastie familiale, une descendance, je veux pas rentrer dans un argument genre master race, mais on a la capacité de créer une nouvelle caste d'individus qui sont idéologiquement souverains et qui ont les moyens de se défendre. Et c'est comme ça qu'on peut recréer une nouvelle civilisation. Tu sais, je veux dire, moi, mes enfants... Il faut gagner la guerre démographique. Hein. Ouais, il faut absolument gagner la guerre démographique. Et, ça, les Amish, ils l'ont très bien compris. Hein. Ouais. Puis tu sais, il y a aussi le fait que, genre, avec la descendance Bitcoin, tu as une responsabilité, c'est de bien éduquer les enfants parce que tu vas leur donner une responsabilité immense quand tu meurs. C'est genre, tu vas leur donner ton stage de Bitcoin. Il faut qu'ils sachent comment l'utiliser, comment dépenser, pas être des débiles et de créer une mentalité ou un mythe familial comme quoi le plus important, c'est d'avoir plus de richesse que la génération précédente. Right? Et d'augmenter la richesse familiale. Donc, un des changements que moi j'ai eu, c'est genre en 2020, pendant le COVID, ça m'est rentré tout de suite, man. J'étais comme, il faut faire des enfants, man. Il faut faire des enfants. Et aussi, quand je regarde, tu sais, il y a une mentalité qui est très faible. Hein, tu sais, les Gen Z qui sont woke, qui sont... Moi, j'ai une cousine, un jour, elle m'a dit, je veux pas d'enfants parce que à cause du réchauffement climatique. On en est arrivé là. Hein. Tant mieux. C'est la sélection naturelle. Ça fait moins de concurrence pour nos enfants. Right? Puis là, je me dis, genre, comparé à la génération actuelle, nos enfants, qui ont les moyens avec les bitcoins et qui ont les valeurs avec les valeurs des individus souverains, la liberté, la responsabilité, ça va être des surhommes, quoi. Right? Ça va être une nouvelle caste. Et aussi, comme tu dis, genre, moi, bon, j'étais jamais anti-vax. J'ai jamais été anti-vax avant COVID. Mais le fait que je suis un Bitcoiner puis qu'il me propose un vaccin, immédiatement, je suis genre, what the fuck is that? Genre, je fais la recherche sur le vaccin. Et quand tu comprends que fiat currency is a total lie, c'est facile d'accepter que pharma is a total lie. Donc, moi, j'ai pas pris de médicaments, man. Aucun médicament depuis 2020. Si je me coupe, man, je mets plus d'antibiotiques. Je bois plus l'eau du robinet, je bois plus de fluor. Je suis rendu full conspi, genre. Mais et au niveau de la nourriture, genre, je suis tombé dans le même meme des seed oils. Et tu sais, il y a aussi le fait, genre, le wisdom of the ancients, genre, tu sais, comme une citation de, je sais pas si c'était Socrate ou Platon, comme quoi la plus grande tragédie, c'est qu'un homme ne puisse pas avoir su un jour ce de quoi son corps était finalement capable, tu sais, d'avoir manqué l'opportunité d'explorer, genre, à quel point tu peux être physiquement puissant, genre. C'est tout ce genre de truc-là. Pour moi, c'est un gros mishmash culturel de défiance, de retour au wisdom of the ancients. Et puis même l'aspect, genre, si tu es responsable de ta seed et donc de ta souveraineté monétaire,
tu peux pas abandonner ton enveloppe physique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est toi le garant Ouais. de ton stack. C'est pas un banquier, c'est pas un policier ou c'est pas un mec armé dans un compte en Suisse, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que psychologiquement, d'une certaine manière, ça doit jouer, tu vois. Et il faut développer des outils de résistance et ton propre corps, c'est un outil de résistance potentiel. Il faut que tu sois capable de... Et l'idée, par exemple, aussi que genre l'État va te protéger, right? Cette illusion, elle est complètement tombée quand la police s'est retournée vers toi. Ils ont défoncé les portes à Montréal et j'imagine à Paris aussi parce qu'il y avait un voisin qui avait dit que tu avais ta copine qui était chez toi, genre ce genre de truc. À Paris, il y a les policiers qui passaient dans les terrasses et qui te mettaient des amendes si tu n'avais pas ton vaccin. L'État est ton ennemi. Ton voisin est ton ennemi aussi. Right? Puis ça a été aussi un gros truc, genre, dans mon cheminement de vouloir orange pill les normies. Pendant COVID, je me suis dit, fuck the normies, man. Genre, j'ai pas envie de te sauver, toi, genre. Tu sais, j'ai pas envie de te donner les outils de ma propre destruction, là. C'est Morpheus dans Matrix qui disait la plupart des gens ne veulent pas être débranchés. Ouais. Ils se battraient presque pour défendre le système. Ouais, absolument. Et ça c'est réel, hein. Les gens, ils nous ont... Puis c'est aussi pour la même raison que l'adoption gouvernementale des bitcoins, comme quoi il y a plein de bitcoiners qui veulent que ce soit les banques et les gouvernements qui achètent un paquet de bitcoins parce que ça va faire pumper le prix de bitcoin. Je me dis, non, moi, la dernière chose que je veux, c'est qu'un gouvernement ait des bitcoins parce que l'objectif pour moi de bitcoin, je le dis de manière très assumée, c'est d'appauvrir les gouvernements. Parce que si les gouvernements ne sont plus capables de saisir arbitrairement la richesse des producteurs de la société, comme l'ont fait les communistes, les marxistes, et maintenant les néo-marxistes, ce qu'on appelle la social-démocratie, mais qui est finalement du néo-marxisme. Donc, s'ils sont pas capables physiquement de saisir la richesse des gens, et s'ils sont pas capables d'imprimer de l'argent, parce que s'ils impriment de l'argent, ça fait monter la valeur de Bitcoin, ça fait qu'un transfert de richesse vers le Bitcoin, et ça fait en sorte que leur dévaluation de la monnaie s'accélère. Donc, si Bitcoin devient huge et mainstream, les gouvernements pourront plus se financer. Et s'ils peuvent plus se financer, ben ils n'ont pas le choix de réduire leur taille ou même de disparaître entièrement. Donc c'est les taper au porte-monnaie, quoi. Ouais. Puis je reviens au thème. Pour moi, l'objectif de Bitcoin, c'est la destruction du système fiat. Et la destruction du système fiat, c'est pas une fin en soi. C'est un outil pour réduire le pouvoir des gouvernements sur les individus afin qu'on regagne notre liberté individuelle. Le NGU et le fait que tu peux devenir riche en holdant des bitcoins, c'est un moyen d'y accéder, mais c'est pas l'objectif principal. Tu sais, pour moi, genre, si Bitcoin restait à 100 000 euros, pour moi, personnellement, je serais quand même satisfait parce que je suis capable de produire de la valeur à la société sans m'asseoir sur mon cul et attendre que le prix de Bitcoin augmente. Mais je reconnais aussi que pour que Bitcoin devienne l'outil de la destruction du système fiat, il faut que la valeur augmente. Que ça batte l'inflation au moins. Donc du coup, Francis, ce qui est assez intéressant avec toi, c'est que tu viens du Québec, donc c'est la partie française qui est francophone du Canada. Quel est ton rapport avec la France ? Tu es français de par ta mère, il me semble. Quelle est un petit peu ta relation avec le vieux continent, on va dire ? Bonne question. J'accorde une très, très grande importance à ma culture et à mon ethnicité de Canadien français. Donc, ma famille est arrivée au Québec en 1657. On est en quelque sorte une des familles fondatrices de la nation québécoise. La plupart des Québécois de souche, qu'on appelle, des Canadiens français, c'est des familles qui sont arrivées, je pense qu'il y en a à peu près, je dirais, peut-être 10 000 familles qui ont généré une population de 12 millions de Canadiens français. Au Québec, on est 8, mais il y en a aux États-Unis et puis il y en a dans le reste du Canada. Et on est une nation qui a une société qui est très distincte en Amérique. On est resté très français. Donc, les Québécois, on est un peu la version redneck américaine de la France. Mais, je veux dire, quand t'es à Montréal, on écoute la télé française, on écoute les nouvelles françaises, on s'intéresse à la politique française, on regarde les films français. Évidemment, on a nos propres films, notre propre culture, notre propre musique, mais je me considère français et également, j'ai des origines françaises et même bretonnes. Donc, mon grand-père, c'était un breton qui parlait couramment la langue bretonne à la maison, qui est arrivé au Canada dans les années 50.
Et j'ai passé mes étés en France, j'adore la France et je suis citoyen français. Donc, même si en premier, pour moi, je suis Canadien-Français en premier, qui est pas la même chose que Québécois, parce que Québécois, c'est une définition politique, juridictionnelle. Mais il y a des Canadiens français en Amérique du Nord, au Vermont, en Ontario, etc., etc. Et c'est très important pour moi d'être en touche avec mes origines. D'ailleurs, j'ai eu un bébé avec une femme française très récemment, et je veux que ma fille soit française. Je veux qu'elle parle français. Je veux qu'elle se reconnaisse dans l'histoire de la nation française, dans la nation bretonne, dans la nation franco-canadienne. Je veux pas que mon enfant soit un citoyen du monde. Ouais. Je veux pas que ce soit. Moi, je suis très patriotique. Ben pas patriotique. Je suis nationaliste. En discutant avec toi, j'ai vraiment compris que il n'y avait pas vraiment d'identité canadienne pour toi, en tout cas, et pour sûrement une grosse partie des Québécois, et que c'était vraiment non, on est des Français du Canada, quoi. Ouais, absolument. Et on est une société aussi qui est très homogène au Québec, c'est-à-dire que les Canadiens français représentent, je sais pas, 75% de la population. Et c'est pas juste une distinction qui est linguistique, by the way. Genre, si tu regardes sur Wikipédia, genre Canadien français, c'est une ethnie. Donc évidemment, c'est nord de la France, mélange ethniquement, originalement, c'est genre nord de la France, un peu de la Bretagne, un peu du centre de la France. Mais tu sais, génétiquement, je veux dire, quand tu as 10 000 familles qui créent une population de genre 10 millions, ben tu sais, je veux dire, on a une petite distinctivité genre génétique. Et tu sais, un truc que j'ai voyagé aussi en voyageant partout dans le monde avec la globalisation, c'est que il y a quelque chose à dire pour être entouré de gens qui nous ressemblent, des gens qui ont des mimes partagés et des gens qui ont une histoire partagée. Donc, tu sais, le fait qu'on soit capable tous de se retrouver, de lire, tu sais, l'histoire des rois de France, l'histoire des Gaulois, tu sais, tu regardes l'histoire de Vercingétorix et tu te l'appropries comme étant genre, ouais, ça fait partie de mon histoire, tu sais, c'est quelque chose de super important. J'ai pas d'appartenance sentimentale avec le Canada anglais, par exemple. Pour moi, pour moi déjà historiquement, c'est les envahisseurs. Okay? Donc, on a été conquis par les Canadiens anglais. Donc, un sentiment qui est partagé par plusieurs Québécois aussi, c'est qu'on n'a pas d'affiliation avec le reste du Canada. Et alors que j'ai une affiliation très prononcée pour la France aussi. Donc, j'ai pas grandi en France. J'ai pas, tu sais, je suis pas allé à l'instruction française. J'ai pas d'attachement à l'État français, mais j'ai un attachement à la nation française. Donc, quand je suis en France, comme en ce moment, je suis chez moi. Okay. Je veux dire, je me reconnais dans la culture, dans la bouffe, dans la façon de vivre, la joie de vivre, dans les manières, dans les mannerismes que j'ai pas avec d'autres pays sur la planète. Tu sais, en ce moment, j'habite au Costa Rica et c'est pas génial hein, d'habiter dans plusieurs pays où est-ce que t'as pas d'ancrage, où est-ce que tu te sens. Tu sais, je vais jamais être costaricain. Right? Je peux essayer autant que je veux, je serai jamais costaricain. Tout comme un Chinois qui immigre au Québec, il peut bien être résident du Québec et citoyen du Canada, mais il sera jamais québécois et ça sera jamais la même chose. D'ailleurs, même entre le Québec et la France, moi je suis quand même chanceux parce que j'ai été élevé par des femmes françaises de France. Donc, j'ai été élevé dans un milieu qui était beaucoup plus français que la plupart des Québécois. Donc, je me sens relativement à l'aise en France comme au Québec. Mais même au Québec, tu vois un groupe de Québécois qui rigolent ensemble. Quand tu interagis avec des Français, tu sais, toi tu le sais, tu travailles avec des Québécois à Bullbitcoin. Il y a quelque chose d'un peu différent. Tu sais, il y a un genre de camaraderie entre Québécois qui est très difficile de percer. Donc, pour moi, c'est très très important. Et j'ai un énorme respect pour la culture française. Pour moi, à la fois la civilisation européenne de l'Ouest plus au large, mais spécifiquement la culture française, je vais dire, bon, pour moi, c'est la meilleure culture sur la planète. La France, c'est le plus beau pays sur la planète, genre visuellement, en termes de culture, en termes de paysage. Et je trouve ça très, très, très dommage que cette très grande nation a été érodée et détruite depuis la Révolution française, mais plus particulièrement dans les dernières années, par un État centralisateur et socialiste. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu que tu avais un petit peu suivi parce que tu étais en France au moment où il y a eu les élections.
Qu'est-ce que tu penses un peu du cirque médiatique français, de cette opposition entre la droite, la gauche? On a un peu l'impression que, économiquement parlant, sur tous les sujets un peu sérieux, ils sont tous plus ou moins d'accord, mais on essaye de mettre en avant des sujets sociétaux du genre l'immigration ou les théories des genres pour essayer de créer une fausse dichotomie entre la gauche et la droite. Toi, avec ton point de vue de Québécois, de Français du Canada, tu t'en penses quoi de tout ça? Ben déjà, la politique française, elle est remarquablement similaire à la politique québécoise. Un fait saillant, c'est qu'il n'y a pas de gauche et de droite. Right? C'est très différent des États-Unis où est-ce que tu as un clivage idéologique entre les libertariens, parce que les républicains américains qui sont de la vague Trump, de la vague MAGA, de la vague Vivek Ramaswamy, de la vague Tucker Carlson, donc les néoconservateurs ou les néo-républicains, tu as un clivage idéologique free market, individual liberty versus big state et versus socialism. Et ça adonne aussi qu'il y a le même clivage entre les woke et les based, disons. Alors qu'en France, il n'y a pas de clivage, selon moi, entre le Front National puis les communistes, là, je sais pas que c'est un peu 50 Shades of Socialisme. Ouais. Genre, tu regardes leur programme politique et c'est comme, bon, ils vont dépenser autant d'argent, ils vont augmenter la taille de l'État, ils vont réglementer. Par exemple, même au niveau, genre, de liberté individuelle, Bitcoin, économie de marché, c'est tous de la gauche. C'est des sujets dont on n'aborde même pas, en fait, dans le débat public. Et la seule distinction, c'est des micro-distinctions, des wedge issues qui sont culturelles. Ouais, donc, évidemment, il y a la question de l'immigration, qui est la plus grosse distinction. Donc, tu sais, t'as des étatistes socialistes anti-immigration, des étatistes socialistes qui sont pro-immigration, t'as des socialistes qui sont woke et des socialistes qui sont anti-woke, mais à the end of the day, c'est tous des socialistes. À the end of the day, on se dirige avec l'une option ou l'autre option, on se dirige dans la même direction, qui est une faillite totale de l'État et une subjugation de l'État français et de la nation française aux intérêts des institutions internationales, que ce soit la Commission européenne, le Fonds monétaire international, le World Bank, le WHO. On se dirige dans toute la même direction. Donc, il n'y a pas... D'ailleurs, ça, c'est jamais remis en question. Là. Non, absolument pas. Même absolument les partis d'extrême droite, entre guillemets, ne remettent pas en caution l'organisation européenne. La notion d'extrême droite en France, je la trouve hilarante parce que pour moi, c'est toute de la gauche, tu sais. Et tu regardes, est-ce qu'il y a un mouvement, est-ce qu'il y a un début de semence de graines qui va briser ce clivage, cette fausse opposition? Il n'y en a aucun, même. Il n'y en a aucun, genre. Même si c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de protestations, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui ont des débats d'idées, mais concrètement, des projets politiques alternatifs, il y en a quasiment pas. Il n'y en a aucun. Au Québec, on a essayé de le faire. Donc, tu sais, je l'ai mentionné au début de l'entrevue, mon père est un libertarien pro-capitaliste très connu au Québec, très affiché. Et on a essayé de partir le Parti conservateur du Québec pour en faire un parti de droite économique et socialement à droite, mais genre, tu sais, comme soft, right? Genre, ça a eu zéro preneur même. Je veux dire, on faisait 0,8% des résultats, tu sais, puis on a vraiment essayé, puis on avait un programme super intéressant de réforme du système de santé, réforme du système éducatif, réforme de la réglementation, tu sais, plein de trucs qui sont super intéressants. Zéro preneur, à la fois à gauche, qu'à la fois chez les cronies capitalistes, donc les industriels, chez les pauvres, chez la classe moyenne, chez les fonctionnaires. C'est tous des têteux de mamelles du gouvernement, right? La soupe est bonne. Hein. La soupe, elle est délicieuse. Puis, tu sais, pendant COVID, le mouvement libertarien, alt-right, a fait des petites percées. Le Parti conservateur, on a atteint 5% des résultats électoraux. Mais après avoir une campagne phénoménale et on a fait tous les efforts possibles, donc il n'y a absolument aucun espoir, right? Donc, qu'un Français compte sur un mouvement politique traditionnel pour arrêter l'érosion de la société française, pour assurer la protection de sa famille, de son individu, de son pouvoir d'achat et de sa liberté individuelle, de sa souveraineté. Oublie, c'est fini. Là. C'est un petit peu ce qu'on parlait hier. Je pense que tous les deux et même beaucoup de gens se sont rendus compte pendant le Covid qu'on pourrait pas sauver tout le monde. Ouais.
et que ça passerait par l'individu. Et commençons par utiliser les outils qui nous rendent souverains. Et déjà, si on fait ça et qu'on se change nous-mêmes, automatiquement, ça apportera des changements dans la société, quoi. Ouais, et tu regardes d'ailleurs, tu sais, avec l'Union européenne, les grands enjeux importants au niveau de l'économie, de la réglementation, de toute façon, sont jamais décidés en France, right? Donc, par exemple, tu regardes la réglementation crypto, Bitcoin, qui s'en vient en France. MiCA, tout ça? MiCA et tout ça, ça vient de l'Union européenne, puis ça empêche l'arbitrage juridictionnel. Et ça, c'est la chose la plus importante pour les États. Les États, ils veulent absolument pas qu'il y ait un autre État qui ait une meilleure offre. Les gouvernements, ce sont des entreprises criminelles, mais ce sont aussi genre des entreprises qui ont des clients qui sont les payeurs de taxes, les contribuables, et ils veulent à tout prix éviter la concurrence entre les États, parce que s'il y a de la concurrence entre les États, il y aura un nivellement vers le bas où est-ce qu'ils vont devoir... Si on est maltraité quelque part, on pourra aller ailleurs. Ouais. Et du coup, vu que c'est nivelé plus ou moins partout, là, c'est un espèce de gros goulag géant qui a toutes les mêmes règles, en fait. Puis en Europe, tranquillement et sûrement, il y a encore des distinctions entre les pays. Tu sais, il y a des pays où est-ce qu'il fait mieux vivre, le coût de la vie est un peu moins cher. Mais au niveau de, genre, dans quel état est-ce que j'établis mon entreprise et ma personne pour assurer ma protection et la pérennité de mon legacy avec mon wealth, avec mes descendants, c'est plus ou moins du pareil au même. Et les portes sont en train de se refermer, même. Genre, un peu partout, là, ils sont en train de faire l'exit. Donc, si tu peux pas faire un exit géopolitique, il faut faire un exit monétaire. C'est la seule autre option. Et, tu sais, par exemple, pendant la crise du COVID, je dois t'avouer qu'en 2020, on est au milieu du 2020, je me dis, il y a une certaine limite que la population peut tolérer. Et avec les masques, avec les confinements, et surtout avec les vaccins obligatoires, les gouvernements, ils vont dépasser la limite et la population va se révolter. Et il y a même un certain point, je me suis dit, mais à un certain moment, les gens, ils vont s'armer, quoi. Ils vont commencer à lancer des cocktails Molotov. Genre, il y a quelque chose qui va... Bah, tu sais, à partir du moment où tu n'es pas souverain sur ton argent, si tu te fais pas vacciner, tu perds ton emploi. Tu perds ton emploi ou tu te prends des amendes. Dans ton compte en banque, tu te fais saisir. Donc, en fait, tu es un petit peu quand même dépendant. Et on revient toujours là-dessus. Mais de fait, quand tu es dans Bitcoin, ça te... Tous ces sujets-là, tu les abordes pas de la même manière. Et c'est un peu une... Et puis, adopter Bitcoin, c'est aussi se dire, on va essayer de renverser la vapeur et au lieu d'attendre que eux ils changent les choses, nous on va les changer nous-mêmes et c'est un petit peu au lieu d'avoir du top to bottom, on va essayer d'avoir du bottom to top, tu vois ce que je veux dire. Et l'objectif, je pense que c'est aussi d'essayer de reprendre la souveraineté sur des territoires comme vous êtes en train de le faire au El Salvador et petit à petit de prendre le pas sur la politique, mais la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit et tant qu'on n'a pas pris la souveraineté pour la monnaie, ça me paraît quand même difficile qu'on reprenne la souveraineté sur les organes politiques, tu vois. Absolument. Puis tu sais, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de Bitcoin, la situation et qui n'est pas satisfait parce qu'évidemment, il y a un paquet de gens qui sont ultra satisfaits du fait qu'ils sont, parce que c'est des parasites, right? Donc eux, ils bénéficient de cette transaction non consensuelle de transfert de wealth des producteurs aux parasites. Mais imagine les gens qui sont insatisfaits. Historiquement, l'option, c'est le vote. Donc, on a bien établi, je crois, qu'il y a aucun impact avec le vote. Après ça, une révolution, c'est style anticommuniste en Europe, etc., ou une révolution armée, ou un conflit, ou un mouvement contestataire qui fait des manifestations, qui bloque le centre-ville pour essayer d'obtenir des concessions. Tu sais, j'appelle pas à la violence du tout, mais c'est historiquement quelque chose qui a eu lieu, right? On peut pas nier que historiquement, quand les élections ne fonctionnaient pas, il y avait un problème électoral, ben, il y a eu des autres mouvements de pression politique et des conflits. Mais comme on l'a vu avec COVID, le seul mouvement contestataire qu'il y a eu au Canada a été complètement crushed avec les Gilets jaunes. Il y a eu un mouvement contestataire. C'est sûr qu'il y a eu des petites concessions ici à droite à gauche, mais il n'y a rien qui a changé genre, en France suite aux Gilets jaunes. Et tu regardes dans tous les pays, il n'y a aucun mouvement contestataire qui a de chance. Parce que le rapport de force n'a pas bougé en fait. Et l'individu est tellement facilement écrasable dans une société où est-ce que le gouvernement contrôle les leviers financiers, il surveille tout le monde avec des appareils.
On a aussi une culture où est-ce que tu peux être blacklisté, tu peux genre perdre ton emploi, tu genre, t'es complètement fuck. Donc, du point de vue d'un normie, ça va être très déprimant parce qu'il n'y a aucune... Ben, là, il reste deux options. C'est soit tu te soumets, ou soit tu deviens un individu souverain. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta volonté donc de t'installer en France? Comment ça s'est matérialisé? Est-ce que au niveau légal, ça n'a pas été un sac de nœuds? C'est quoi un petit peu l'approche que tu as prise, du coup? Ouais, ben, en premier, comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai pris la décision consciente de sortir du Canada puis d'étendre Bull Bitcoin dans des marchés internationaux. Ça a été ma première grosse décision parce que ça implique beaucoup plus de maux de tête et ça implique une vie professionnelle qui est beaucoup plus complexe. Mais ça en valait la peine. Et bon, moi, je suis Canadien, donc je regarde au sud, aux États-Unis. Oublié. Donc, j'ai oublié l'expansion aux États-Unis, même si c'est le plus gros marché, parce que mon but, c'est d'obtenir des plus grands marchés. Trop compliqué, les agences, la CIA, DHS, FBI, IRS, etc., genre, c'est trop complexe. Donc, le prochain candidat qui est le plus évident, c'est l'Europe. L'Europe c'est définitivement pas un bastion de la liberté, mais bon, c'est un peu moins complexe que les États-Unis. Et où me situer en Europe? Ben, finalement, j'ai choisi la France. Donc, à cause de cette affinité culturelle et linguistique qu'on a, ben, je veux dire, les gens chez Bull Bitcoin, on parle français. Donc, ça aide. On connaît les institutions françaises et on est capable d'évoluer dans ce marché. On est capable de communiquer aussi avec les clients. On est capable de faire des meet-ups, d'écrire des articles nous-mêmes en français. On va... Pour moi, j'ai pas envie d'aller lancer à Bangkok, genre. En fait, j'en ai rien à chier de la Thaïlande, genre. Tu sais, on a lancé au Costa Rica. C'est un projet de vie aussi, quoi. Right. Ouais, c'est ça. On a lancé au Costa Rica parce que j'y habite et parce que j'ai envie d'en profiter. On lance en France parce que j'ai de la famille ici, j'ai des amis ici et j'ai la volonté de moi-même m'établir en France à long terme et de fonder une famille qui a des racines françaises. Donc, il y a des raisons qui sont très, très personnelles, mais des raisons aussi qui étaient plutôt... tu sais, c'est très, très difficile de s'implanter dans un pays sans avoir une équipe sur place. Donc, puis je connais pas d'allemand, je connais pas d'espagnol, mais je connais plein de français. Donc, l'histoire de Bull Bitcoin en France, ben ça a commencé, bon, j'ai pris la décision, on va commencer en France, parce que la France, c'est pas la fin de Bull Bitcoin en Europe, c'est le début de Bull Bitcoin en Europe. Donc l'idée, c'est d'utiliser la France comme un tremplin vers le reste de l'Europe, mais d'être axé énormément sur le marché français. Donc, première personne qu'il fallait que je rencontre, il fallait qu'on trouve un directeur général, genre une personne qui serait le lieutenant ou le porte-étendard, le porte-parole de Bull Bitcoin en France. Donc, on a fait plusieurs entrevues et finalement, je suis tombé sur Théo Mogenet, que d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout avant de le rencontrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une personne qui venait chaudement recommandée par plusieurs personnes. Donc, plusieurs personnes me parlaient de Théo comme étant genre « Ouais, tu devrais trop parler à Théo. » Et après avoir parlé à Théo, je me suis rendu compte on a un parcours qui est assez similaire. Tu sais, les deux, on a le parcours de l'économie autrichienne, un background un peu genre initialement au moins genre un peu plus intellectuel, qui approche Bitcoin de manière très posée, très réfléchie, très rationnelle. C'était un fit naturel un petit peu. Ah ouais, c'était un fit parfait, quoi. Et aussi un maxi, et on partage aussi les mêmes valeurs en dehors de Bitcoin, ce qui est relativement important. Tu sais, je vais pas, en fait, tu sais, quand je recrute des gens, je dois avouer que il faut qu'il y ait un fit culturel avec la culture de Bull Bitcoin, tu sais, parce que Bull Bitcoin prend des positions politiques qui représentent toute la boîte, right? Fait que, tu sais, si t'es un gauchiste woke, tu sais, genre, je sais pas, genre globaliste, tu vas pas trop fitter dans la boîte, right? On a une certaine culture d'entreprise qui est genre radicale, right? Anti-establishment. Puis j'ai retrouvé ça chez Théo. Et bon, ben, première étape, bon, on a trouvé la personne, parce qu'en même temps aussi, on fait une expansion dans d'autres pays. Donc, et moi, je suis une personne je travaille beaucoup, les gens. Fait que je peux pas faire tout seul. Et la job la plus importante pour moi d'un CEO d'une business, c'est de monter la bonne équipe, right? C'est de bien s'entourer. C'est le facteur humain, toujours. Ouais, absolument. C'est de pouvoir déléguer à des gens dont tu peux t'assurer que le raisonnement va générer des résultats qui sont relativement semblables à ton propre raisonnement. Toutes les personnes sont différentes, mais
mais vraisemblablement, c'est ça. Et aussi, c'est super important pour moi d'avoir des personnes qui sont éthiquement et moralement solides. J'ai pas envie de questionner l'éthique personnelle d'une personne. Tu peux être le plus compétent sur la planète. Si tu es une merde immorale, genre, je veux rien savoir de toi, tu sais. Et là, on a commencé à bâtir l'équipe, donc je t'ai rencontré toi. Donc, en fait, je t'ai pas quand même depuis pas mal de temps. Mais en fait, je te connaissais. On avait pas mal interagi, ouais. Je te connaissais de nom. Je savais que tu étais français parce que je voyais aussi genre des tweets que tu postais sur la boucherie ou des trucs de même, genre, tu sais, je te suivais, je te trouvais super drôle. Je connaissais également Gilles et les trois, vous vous connaissiez. Donc, Gilles, je l'ai connu en 2014, quoi. Genre, je l'ai rencontré à Paris, à une conférence Bitcoin de merde, pas de merde, une conférence Bitcoin en 2014. Et on s'est croisés au fil des années. On était les deux dans le camp aussi de la guerre des blocs. On était dans le camp Maxi, le camp Cypherpunk, et donc on se connaissait de nom. On a travaillé aussi d'ailleurs sur des trucs similaires avec le timestamping sur la blockchain, etc. Donc on avait une affiliation. Et donc moi je suis super content. Donc on a monté une équipe de malades, quoi. Genre on a Théo qui est genre je sais pas, genre l'intello qui se présente bien et qui est vraiment capable de tenir un débat ardu avec des gens pendant 2 heures et de se porter porte-parole du message. Le meme master et marketing guy, et Gilles qui a de l'expérience en project management, qui a de l'expérience en technologie, qui est d'ailleurs lui-même un ingénieur et qui comprend ce qu'on fait. Qui est un peu aussi d'ailleurs le maxi de service en France. Ouais. Et tu sais, genre, la première fois qu'on s'est parlé, par exemple, tu sais, je t'expliquais qu'est-ce qu'on voulait avoir comme objectif en France, tu sais, aussi de ramener le même genre de narratif qui est pas le narratif maxi, mais qui est le narratif plus genre cypherpunk-based, maxi, qui existe. Souveraineté individuelle. Souveraineté individuelle. Un narratif qui est très commun aux États-Unis, right? Ouais, mais c'est vrai que les gens en général ne se lancent pas trop dans le politique en France. Ouais. Parce qu'ils ont peur de choquer, ouais. Ils ont peur de froisser leurs investisseurs. Et moi, c'est vrai que je suis entrepreneur plus ou moins depuis 5-6 ans. Et si c'était pas une boîte comme Bull Bitcoin, je me serais jamais lancé dans ce projet-là parce que je me serais dit, j'ai envie de garder ma liberté de ton sur les réseaux, j'ai envie d'assumer mes positions. Et je savais que ça fitterait avec Bull Bitcoin, en fait. Ouais, et puis aussi, c'est quelque chose que on veut aussi permettre aux Bitcoiners français de s'assumer un peu plus en se faisant porter d'endort de ce discours-là, tu sais. Fait que si Bull Bitcoin, c'est un succès en France, les gens qui souscrivent à nos valeurs, que ce soit nos valeurs relatives à Bitcoin ou nos valeurs de manière plutôt large, peut-être qu'ils vont se sentir plus capables de s'exprimer parce que si nous on le fait et qu'on est capable d'être successful en se faisant, ben ça va peut-être encourager d'autres personnes à le faire. Donc au niveau du process, donc là on est, notre idée principale c'était de créer une boîte en France de toutes pièces et de s'inscrire au régime réglementaire, etc., etc. Mais c'est compliqué en Europe, hein, c'est compliqué en France. Et finalement, on a été super chanceux. Donc, on a découvert qu'il y avait un groupe de Bitcoiners qui existait déjà en France, qui était le groupe de Bitcoin Lyon. Bien sûr. Qui sont basés à Lyon. Ouais, Jimmy et compagnie. Et en leur parlant, je me suis rendu compte, mais on partage les mêmes valeurs, quoi. Genre, c'est un peu, en fait, ça me rappelait énormément ce que je faisais à l'ambassade Bitcoin en 2014, 2015, 2016, 2017. C'est vrai que lui, Jimmy, il a son desk à Lyon, il va vendre en cash. Mais c'est l'ambassade Bitcoin de Lyon. Ses clients, ils arrivent en van, c'est des mecs de la cité d'à côté. Ouais. C'est vraiment hyper atypique ce qu'ils ont monté là-bas à Lyon, quoi. Ouais. Et moi, j'ai énormément de respect. Ils sont in the trenches, tu vois. Sachant à quel point c'est difficile, man. Et sachant à quel point, non seulement c'est difficile, mais ça demande une dédication entière et totale à la cause de Bitcoin. Parce que c'est pas facile et c'est pas exactement rentable non plus, genre, d'opérer un centre éducatif, même si tu fais du trading, même si tu es un OTC desk, il faut que tu sois, genre, franchement, un Bitcoiner motivé. Et il y a très peu d'expériences professionnelles que je respecte plus que les gens qui sont dans les trenches puis qui ont fait leur proof of work. Et un truc qui est un peu triste avec la réglementation, c'est que ça crée une barrière à l'entrée. Donc, une entreprise comme Bitcoin Lyon se retrouve dans une situation où est-ce que il y a la réglementation européenne MiCA
qui vient en force en France. Et le coût de se conformer à cette réglementation, il est mais gigantesque, là. On parle de centaines de milliers d'euros, là. Et ça, c'est juste le coût monétaire, mais ça prend des heures et des heures et des heures de travail de manière continue à travers le temps. Et ça prend aussi une infrastructure technologique qui est beaucoup plus complexe. Et donc, Bitcoin Lyon se sont retrouvés dans une situation où est-ce qu'ils sont genre, OK, et eux, ils ont la réglementation française pour opérer un Bitcoin to Fiat Exchange en France, mais dans très peu de temps, ils vont devoir se conformer à la réglementation européenne et disons, ils sont un peu seuls dans leur coin, quoi. Ils ont peut-être pas autant de ressources. Et pour Bitcoin, on a eu beaucoup de succès au Canada, donc on était capable d'accumuler un genre de war chest, si tu veux, un genre de capital financier. Trésor de guerre. Un trésor de guerre qui nous permet justement de faire ce genre de conquête, tu sais. Donc, au final, on a décidé de faire un partenariat avec Bitcoin Lyon. Donc, Bull Bitcoin, on rachète la boîte de Bitcoin Lyon. Pour moi, c'est genre un des meilleurs deals de l'histoire de Bitcoin parce que nous, ce que ça fait, c'est que ça nous sauve énormément de temps, énormément d'argent. Jimmy, d'ailleurs, il a une expertise phénoménale sur le système français. Et Bitcoin Lyon, ça leur permet de continuer à exister sans devoir dépenser l'argent pour se régulariser face à MiCA. Donc, on va garder l'espace physique à Lyon en vie. Donc, à toute fin pratique, et on va aussi investir dedans, right? Donc, l'idée, c'est de reprendre le travail qu'ils ont fait, d'avoir un centre communautaire éducatif de trading et de continuer à en faire un centre d'expertise, d'excellence et de conseils, un peu comme on fait au Canada, genre sur le self-custody, etc. Et Jimmy va se joindre à l'équipe. Et là, on est rendu à un point où est-ce que on va lancer en France, c'est difficile de mettre un temps exact sur le moment, mais novembre 2024, un degré de certitude à 95%, Bull Bitcoin va être opérationnel en France. Et ça va être, et en même temps aussi, on a passé 2 ans, même plus que 2 ans, à recréer l'infrastructure technologique de Bull Bitcoin pour que ça soit scalable et pour que ça dure genre un autre 30 années. Un autre truc que si j'avais eu des VCs, ils auraient jamais, parce que tu regardes le budget de Bull Bitcoin, man, plus que la moitié, c'est de la technologie, right? Mais j'aurais pu prendre une technologie de merde et garder le même stack. Mais je veux vraiment créer quelque chose qui va durer, genre, moi, je veux que Bull Bitcoin, ça passe à mes enfants et que ça existe encore dans genre 100 ans, quoi. Genre, c'est la fameuse long time preference. Ouais, absolument. Donc, on va lancer en France fin octobre, début novembre 2024. Et à partir de la France, on va conquérir l'Europe. Et donc, pour moi, c'est genre un peu genre le débarquement de Normandie, quoi. C'est les Québécois qui viennent vous sauver. Non, mais il y a des compagnies, cool en France de Bitcoin. Tu sais, c'est pas un désert de compagnies Bitcoin. Il y en a en Europe cool, mais il y a personne qui est aussi cool que Bull Bitcoin, man. Donc, l'idée c'est de débarquer ici puis d'élever les standards. Tu sais, genre les attentes que les Français ont par rapport à leur exchange Bitcoin, elles vont être éclatées là. Parce que là pour moi, c'est un niveau de qualité, puis c'est un niveau de service qui est genre un ordre de magnitude supérieur, tu sais, pour tout. Même parce que je respecte les concurrents, je pense qu'on va offrir quelque chose de vraiment phénoménal. Et pour moi, j'ai vraiment hâte de voir quelle va être la réponse du public français. Est-ce que c'est ce que les gens veulent? Est-ce qu'on est capable de convaincre les gens que c'est ce qu'ils veulent? Je sais pas, mais je pense qu'on va faire un tabac en France, puis qu'à partir de la France, on va rentrer dans le reste de l'Europe, man, à fond. Super. Ouais. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, GG.